Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats. Bien dans leur robe, aujourd'hui, mon invité est maître Adrien Foulon-González. Adrien qui est avocat au barreau de Paris et au barreau de Barcelone. Il est franco-espagnol d'origine, il a les deux passeports, les deux nationalités. Et forcément, ça l'a amené, il a grandi en France, mais ayant passé beaucoup de temps en Espagne, les étés avec sa famille andalouse, ça lui a donné des envies d'exporter sa vie professionnelle là-bas. Et il raconte notamment comment il s'est débrouillé pour se faire dans le cadre de son parcours universitaire au niveau des études et des diplômes, etc. Et puis ensuite, comment il a construit son activité, sachant que c'est une interview qui ravira celles et ceux d'entre vous qui êtes collaborateurs et qui souhaitez vous installer, qui souhaitaient peut-être vous installer assez tôt, puisqu'il s'est installé après seulement 1 an ou 1 an et demi de collaboration, si mes souvenirs de notre échange sont bons. Il explique comment est-ce qu'il a fait tout ça en partant de zéro, sachant que ça a en plus été concomitant avec le Covid, la crise du Covid, le premier confinement de mars 2020, où il a posé sa démission. En l'occurrence, ce n'était pas une installation contrainte par les difficultés économiques rencontrées par le cabinet ou une anticipation de difficultés économiques pourraient être rencontrées par le cabinet. Donc voilà, c'est une interview assez longue. J'étais un petit peu fatiguée quand j'ai interviewé Adrien. J'espère que ça s'entend pas trop. Comme d'habitude, hein, vos retours d'expérience, vos retours d'auditeurs sont les bienvenus. En tout cas, on était assez posés dans mon canapé, juste à papoter. C'était tranquille. Et voilà, et que vous dire d'autre ? Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Adrien Foulon-González. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à toi de me recevoir. Alors raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors pour répondre à cette question, il faut partir depuis le lycée où j'ai donc terminé la terminale et où réellement je ne savais pas vers où j'allais aller. Et c'est vrai que donc moi j'ai une particularité, c'est que mon père est français mais ma mère est espagnole. Alors j'ai longuement réfléchi et puis je me souviens... Et tu as grandi en France ou en Espagne ? Alors, j'ai grandi en France, dans la région parisienne, dans la banlieue. Et je me souviens à l'époque quand j'avais cherché sur, il me semble que c'était APB, le nom à l'époque. C'est vrai que j'avais cherché plus d'avoir des études qui soient en relation avec l'Espagne. Parce que forcément, moi j'ai une partie de ma famille qui habite en France, mais l'autre partie en Espagne, et j'ai toujours été attiré par l'Espagne. Et je ne voulais pas faire simplement le LLCE ou LEA, donc seulement de la langue. Et je suis tombé par hasard sur une filière qui s'appelle droit français, droit espagnol. Et ça m'a vachement intrigué, à vrai dire. Et puis j'ai postulé, il fallait faire un examen à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas. Et il y avait une sélection. Et donc je suis parti faire cet examen à l'université de Nanterre, qui était à l'opposé de là où j'habitais, parce que moi j'habitais dans le 94, juste à côté d'ailleurs de la fac du droit de Créteil. Et j'ai fait cet examen et que j'ai donc validé. Et donc j'ai été admis dans cette filière. Alors au lycée, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était le droit. Et puis j'allais le découvrir. Et quand je l'ai découvert, je me suis un peu lancé dans cette aventure. Ça s'est pas super bien passé puisque la première année de droit je l'ai redoublé. Alors attends, je précise que du coup on a tous les deux fait une filière franco-espagnole et il y a des auditeurs qui savent que j'ai fait une filière franco-espagnole, mais c'est pas la même. On n'est pas alumni du même diplôme. Exactement. Il y a deux, on va dire, dans cette même filière, il y a 2 cas de figure. Alors soit on prenait une filière qui était dans laquelle on allait avoir in fine un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme en France et un diplôme en Espagne. Donc on serait doublement diplômé. Et il y avait une autre filière qui est dans cette même filière, une sous-filière on va dire, qui était simplement un diplôme français, mais dans laquelle on voyait le droit espagnol et le droit français. Oui. Et donc tu rejoins Nanterre, t'es pris et tu dis ta première année se passe pas bien. Alors ma première année se passe pas super bien. Bon, je pense que j'étais aussi
Alors, je venais d'avoir mon bac mention bien, donc j'étais plutôt content de moi. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans l'univers de l'université. Et donc, il fallait être très autonome, etc. Et bon, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal. J'étais content à la fac, mais réellement, j'étais un peu dissipé, quoi. Réellement, j'avais des problèmes D'ailleurs, je me posais même la question en y réfléchissant. Je me demande si initialement, j'étais vraiment intéressé. C'est vrai que c'était les cours dans les amphithéâtres, c'était pas du tout personnalisé. Et j'avais du mal à rentrer dans ce monde du droit. Mais c'est vrai qu'à la fin de la première année, j'ai commencé un peu à changer de mentalité. Et puis, Tu sais ce qui a contribué à changer de mentalité, justement? Alors, moi, je pense que j'ai pas de souvenirs concrets. C'est vrai que bon, je me souviens encore de certains chargés de TD qui peut-être me faisaient que j'arrive pas à adhérer totalement à ce monde du droit, à ces matières finalement du droit juridique. Et c'est vrai que peut-être c'était grâce à la partie justement espagnole, droit espagnol ou droit parce que c'est pas que droit espagnol, on voit aussi le droit sud-américain. Mais c'est vrai que c'est peut-être la partie espagnole qui m'a fait un peu sauver le fait que je reste finalement à la fac de droit. Alors, quand j'ai redoublé, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler dur, à m'intéresser à tout, parce que finalement, forcément, si on fait des études de droit, il faut y être un minimum intéressé. Et c'est là où je me suis vraiment accroché dur comme fer. Je me souviens encore la deuxième année de droit, le droit administratif, c'était vraiment pour moi un cauchemar. J'avais vraiment beaucoup de mal. J'avais d'ailleurs été au rattrapage en L2 sur ces matières-là. Mais les matières comme le droit civil ou le droit des affaires ont commencé à m'intéresser. Et en deuxième année, donc, c'est posé la question de ce qui se passait l'année suivante et donc de potentiellement partir en Erasmus. Et donc j'ai choisi de partir en Erasmus et c'était marrant parce que donc il y avait plusieurs choix. Et j'ai choisi finalement d'aller dans une ville que je connaissais déjà, parce que c'est une ville dont je suis originaire, parce que ma mère est de là-bas. C'est Grenade, l'université de Grenade. En même temps, moi, l'Andalousie, c'est ma partie favorite d'Espagne. Et Grenade, quelle ville! As-tu déjà été à Grenade? J'ai déjà été à Grenade à deux reprises. Et je pense que parmi mes plus beaux souvenirs de tourisme dans la vie en général, il y a la visite de l'Alhambra. Donc, je suis amoureuse de ce lieu. Ce palais de dentelle architecturale, c'est vraiment sublime. Donc, je comprends. Et puis, la culture des tapas de Grenade est quand même extraordinaire. Enfin, voilà. Donc, je comprends qu'on ait envie de retourner à Grenade. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, tu peux voir que j'ai même d'ailleurs le oui, fond c'est ton fond d'écran. Mais non, mais de parce que ce lieu est... Voilà, si vous n'êtes pas allé à Grenade... Enfin, déjà, aller en Andalousie parce que c'est sublime et aller à Grenade, c'est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà, et ben exactement. Donc, moi, j'y suis allé pour y habiter parce que finalement, cette ville-là, moi, je la connaissais. J'ai toujours été toutes les années pendant les vacances, les grandes vacances, et j'y allais avec ma famille et on allait donc habiter chez la famille. Et c'est vrai que j'avais toujours cette appétence de on va essayer d'y vivre et voir comment ça se passe, parce qu'à part les vacances, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc je suis parti en Erasmus, forcément en connaissant la ville, en ayant de la famille là-bas, et c'était pas quelque chose de nouveau pour moi que j'allais découvrir. En revanche, c'est vrai que ce que j'allais découvrir, c'était finalement déjà la partie université, la partie droit, donc vraiment approfondir cette partie droit, parce que réellement on avait déjà eu des matières en droit espagnol, mais pas de cette façon-là, pas aussi approfondie et pas au niveau du nombre d'heures que je faisais. Et donc c'est vrai que ça a confirmé mon amour pour cette ville-là. Et j'ai de très bonnes relations avec les professeurs de là-bas, etc. Et ça a été une année où, au lieu de typiquement ce qu'on fait quand on va en Erasmus, de rester, de connaître pas mal d'Erasmus étrangers, donc pas que des Français, mais aussi d'autres étudiants d'autres pays. C'est vrai que moi, j'ai particulièrement j'ai noué une amitié avec des personnes locales, on va dire, des étudiants de là-bas. Et ça m'a permis de m'ouvrir certaines portes qui m'ont servi donc dans le futur, enfin dans l'actualité, on va dire. Ouais.
Mais voilà, à cette époque-là, je pensais pas du tout à ça. C'est-à-dire que réellement, j'avais envie de créer un lien encore plus fort, et non seulement au niveau familial, mais réellement un lien amical avec des personnes là-bas. Ça s'est fait naturellement. Je l'ai pas forcément, Oui. forcément recherché. Tu t'es appuyé beaucoup sur, je sais pas, tes cousins, ta famille sur place et tout pour t'intégrer comme ça? Absolument pas. Non, non, non. Non, Vraiment, vraiment, les ça a été étudiants de la fac. dans les amphis. Voilà, vraiment, j'ai créé un lien. Alors, ça a toujours suscité une certaine interrogation de la part des personnes à qui je parlais, parce que donc en Andalousie, toi tu le sais, on a un accent qui est J'adore. Enfin, qui moi, est donc très moi, je parle prononcé. un accent argentin. Et du coup, le seul accent avec lequel je me retrouve d'Espagne est l'accent d'Andalousie. Parce que dans le reste de l'Espagne, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, voilà, cet accent très particulier du Andalou. sud, andalou, et donc forcément dans la propre région, enfin communauté autonome andalouse, il y a d'autres accents en fonction de la ville où on vient, parce que Oui. l'accent n'est pas le même. Si par exemple tu vas à Cadix, Ouais. là c'est encore un accent encore plus prononcé et très marrant. Et donc, si tu veux, avec cet accent que j'avais, forcément, les étudiants qui venaient de France ou autre, quand ils parlaient espagnol, ils avaient un accent très prononcé. Mais forcément, moi, j'avais un accent local, mais parfumé quand même Un peu de français. d'un autre accent. C'était pas vraiment le français, parce que personne ne sait jamais enfin, je veux dire, c'est vrai que ma tête n'est pas très espagnole, hein, physiquement. Et encore moins andalouse. Voilà, vraiment pas andalouse. C'est plus le côté français qui s'est marqué sur ma tête. Mais c'est vrai que donc, ça a suscité de l'interrogation avec les personnes avec lesquelles je pouvais parler. Et donc, il y a eu tout de suite une grande intégration de ma personne. Mais c'est vrai que aussi j'ai beaucoup créé aussi des relations avec des étudiants Erasmus. Et Ouais. ça allait aussi, ça allait. Bon, c'était marrant qu'au final que je sois une personne qui venait d'ici, mais j'étais à la fois d'ailleurs. D'ailleurs, pour mes collègues que j'ai connus là-bas en Espagne, mes collègues locaux, j'étais plus vu comme un étranger. Hein. J'étais pas, même si j'avais l'accent andalou, j'étais plus vu comme un étranger. Ça venait de toi un peu un ovni, quoi. Voilà, exactement. Et donc, à la fin de cette année, tu rentres en France? Voilà. Alors à la fin de cette année, je rentre en France et je continue donc cette filière droit français, droit espagnol. Donc j'arrive en master 1. On devait faire déjà quelques sélections du profil, enfin de vers quoi on s'orientait au niveau de la spécialité. Moi, j'étais plus marqué par le droit privé, le droit des affaires, de façon générale. Tu l'avais anticipé, ça? Ah ben non, parce que tu disais que tu savais pas trop, même le droit et tout machin. Alors, Enfin, quand on sort si, parce que c'est-à-dire qu'en fait, dans la propre filière, on faisait des choix de matière, de dominante. Et Oui, voilà, non, mais je veux dire, t'étais pas rentré en fac de droit en te disant je vais faire du droit des affaires, quoi. Ça a été plus une Ouais. découverte au fil de l'eau. Oui, c'était une découverte. Je me souviens qu'en L2, voilà, j'ai commencé à m'intéresser plus à ce type de matière. Donc j'ai suivi voilà, cet instinct, mon appétence vers le droit des affaires. Et donc quand je suis arrivé en Master 1, donc j'ai continué ce chemin-là. Et au niveau du Master 1, c'est là où se faisait à l'époque la sélection du Master 2. Et il y avait une sélection donc, dans cette même filière. Tous les élèves n'étaient pas pris dans cette filière, dans ce Master 2, droit français, droit espagnol. Donc j'ai déposé mon dossier qui a été accepté. Donc, j'ai validé cette sélection. Et à la fin du Master 1, alors voilà, là, vraiment Master 1, mon goût pour le droit s'est vraiment prononcé. J'étais sûr que c'était quelque chose que j'aimais. D'ailleurs, moi, dans la vie, j'ai toujours fait les choses que j'aime parce que je n'arrive pas à faire les choses que j'aime pas. Je pense que ce qui est normal, mais t'en rigoles, mais c'est vrai que je parlais avec beaucoup d'amis et élèves. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Ils n'aimaient pas le droit. Ils faisaient ça parce que finalement, ils avaient choisi cette filière-là et puis ils s'y tenaient. Et puis, et à la fin, j'ai même d'ailleurs des amis de l'école d'avocat qui ont fini par ne pas faire avocat parce que c'était plus une pression familiale qu'un choix. Oui, et puis franchement, au-delà de ça, moi je suis comme toi, je n'arrive pas à faire des choses que je n'aime pas faire. Enfin, non, si, quand même, je fais des trucs que j'aime pas faire, mais c'est vrai que je peux pas me mentir très longtemps sur le truc. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à tenir la face, et j'ai une forme d'admiration pour elles, à tenir la face dans des jobs où franchement ils sont pas particulièrement impliqués, mais
ils font le truc parce que, bah voilà. Et donc, je te rejoins sur l'aspect, j'aurais pas pu. Enfin, Ça se ressent à un moment ou un autre, je pense. Donc, j'ai continué donc la filière, mes études de droit, et je suis arrivé donc au master 2. Et au master 2, la particularité, de toute façon, on le savait quand on rentrait dans cette filière. Je pense que toi, tu te souviens que dès le début, dès la L1, on nous vendait cette filière comme quoi on allait voyager. C'est-à-dire qu'on allait avoir vraiment une relation avec le pays, parce que donc pour les auditeurs, il n'y a pas que cette filière espagnole, il y a aussi d'autres filières dans d'autres droits langues. On s'appelle les filières droits langues, en russe, en italien, en anglais, allemand. Voilà. Et donc, la particularité donc, du Master 2, c'est qu'on devait faire un stage à l'international. Alors, en lien avec la langue. Pour l'espagnol, c'était soit en Espagne, soit dans un pays d'Amérique latine. Et j'ai d'ailleurs des amis qui sont partis en Amérique du Sud. Ouais. Et moi, j'ai choisi donc l'Espagne. Et en cherchant, j'ai trouvé un stage. Donc là, je suis dans le Master 2 et j'ai trouvé un stage à Barcelone. Alors moi, Barcelone, je ne connais absolument pas. Alors moi, Madrid, je connais parce que j'avais des amis là-bas, donc j'avais déjà été. Par contre, Barcelone, c'est vrai que je connaissais beaucoup moins. J'avais peut-être été une fois en voyage, je crois, de mémoire, mais je connaissais vraiment, vraiment pas beaucoup. Et quand je suis arrivé dans cette villa, alors j'ai fait un stage à l'époque, c'était la filiale de la MAIF et de la MAF, s'appelle Atlantis Seguros, qui depuis a été racheté par le groupe CIC Crédit Mutuel. Et donc j'ai fait un stage de 6 mois là-bas. Et j'ai découvert cette ville, Barcelone, qui était une ville très ouverte, très internationale et très ouverte, très cosmopolite, le fait qu'il y a la mer aussi, par exemple, à la différence de Madrid. Et j'ai découvert aussi une autre culture. Parce que moi, la culture catalane, je ne la connaissais pas. Je venais de ma culture. C'est même un peu le choc des cultures, voilà. Andalousie, Catalogne. Je venais d'une culture andalouse. Mais c'est vrai que je me suis tout de suite bien senti. Alors là-bas, sur Barcelone et la Catalogne, il y a une très grosse communauté française, ça, on y reviendra par la suite. Ouais. Et je me suis très vite bien senti dans cette ville-là. C'est vrai que c'est finalement à mi-chemin entre Paris, d'où je viens, et l'Andalousie, d'où je viens aussi. Et pas loin de la France, au niveau de la frontière, on est à 1h30 de Perpignan, de la frontière franco-espagnole. Et donc, j'ai aussi découvert le monde professionnel, mais professionnel juridique, parce que donc je travaille dans un département juridique, dans un service juridique d'une entreprise, donc là d'une compagnie d'assurance. Et ça m'a beaucoup plu. J'utilisais les connaissances juridiques que j'avais, j'étais en train de découvrir un monde, donc ça m'a beaucoup plu, donc tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et donc, à ce moment-là de mon parcours universitaire, parce qu'on en revient à la question initiale, comment je suis devenu avocat, à ce moment-là, en Master 2, dans ma tête, l'option avocat n'était pas du tout... tu n'y avais pas... Je veux dire, on y pense, oui, on y pense parce que forcément, quand tu es en droit, tout le monde te dit tu vas être avocat. Hein, l'image qu'on a des études de droit. Et moi, réellement, c'était pas dans mes plans. C'était vraiment pas dans mes plans. Il y avait quoi dans tes plans ? Et ben justement, d'avoir découvert ce monde du droit dans l'entreprise, ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était cet univers de l'entreprise qui venait de la MAIF. Vraiment, on a une culture d'entreprise à la MAIF qui vraiment... moi, j'ai beaucoup adhéré, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et j'en ai de très bons souvenirs et je garde de très bonnes relations d'ailleurs
avec toutes les personnes à qui j'ai échangé, qui travaillent encore d'ailleurs à Atlantis Seguros, qui donc maintenant a été absorbé par ce groupe que je vous dis tout à l'heure, mais aussi avec toutes les personnes avec qui j'ai collaboré au sein de la Maïf. D'ailleurs, ça m'a aussi... ça a été aussi un moment très important dans ce stage que j'ai fait de 6 mois. C'est que initialement, comme je te disais, c'était à la Maïf et à la MAF. Il y a eu l'annonce que ça allait être racheté à ce moment-là où j'étais dans l'entreprise. Donc ça a fait un bruit énorme. Ça a été un gros choc. Et j'étais en plein dedans, quoi. Donc j'ai découvert un peu ce qu'était le M&A et comment ça se passait en interne. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette culture d'entreprise ? Eh ben, moi, j'avais une expérience aussi d'avoir travaillé en tant qu'étudiant, parce que moi, pendant toutes mes études, j'ai travaillé. Notamment, j'ai travaillé, par exemple, dans le groupe Bolloré. À l'époque, j'avais travaillé à Autolib. Je travaillais que les week-ends. Et si tu veux, moi, ce que j'ai aimé dans la culture Maïf, c'est un peu la relation avec le salarié, ce respect, puis comment aussi, voilà, on vient d'une mutuelle, donc c'est pas l'aspect sociétaire. Voilà, l'aspect sociétaire qui n'est pas la même chose que quand on travaille dans une société commerciale, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai fini mon stage Maïf, enfin Atlantis Seguros, j'étais plus dans une optique de rester dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y avait des portes qui s'ouvraient pour moi dans la Maïf. Mais voilà, le fait de revenir en France, ça me déplaisait. Donc c'est vrai que j'ai entre guillemets rapidement, j'ai pas fermé les portes, mais je me souviens avoir parlé avec quelqu'un de la MEIF, et voilà, il y avait des propositions, mais c'est vrai que dans ma tête, je voulais un peu continuer, voir ce que j'allais pouvoir faire. Donc à ce moment-là, pareil, j'y réfléchis, et c'est là où s'est posé la question, mais et si j'essayais tout du moins de passer le CRFPA, cet examen donc pour rentrer dans la profession d'avocat, enfin dans l'école d'avocat, pardon. Et c'est vrai que là, j'ai eu quand même une petite pression, on va dire, non pas une pression, mais ma mère, voilà, elle avait insisté pour que moi j'essaye. Et donc, quand je suis revenu du Master 2, ce que j'ai fait, ça a été, bon, ok, on va l'essayer, on va essayer cet examen du CRFPA, mais je ne vais pas l'essayer, je vais faire autre chose et puis je vais l'essayer. Non, je me préparais pendant une année et je veux vraiment essayer de le réussir, quoi. Je me donnais toutes les chances. Et quand je suis revenu, j'ai continué à travailler donc, au Bolloré à côté, mais je préparais cet examen-là. J'avais fait à l'époque, j'avais pas fait une prépa privée, mais j'avais fait la prépa de l'université de Nanterre. Et voilà, donc j'avais préparé pendant un an cet examen. Et donc je l'ai eu du premier coup. Ce qui, voilà, moi, c'est vrai que j'avais quand même des doutes si j'allais pouvoir le réussir, vu le taux de réussite. Mais je me suis donné toutes mes chances. Et donc voilà, pour moi, ça a été un moment super important de ma vie, forcément, d'avoir réussi cet examen. Mais vois-tu, je me posais encore des questions par rapport à, qu'est-ce qui va se passer après, sachant que je suis toujours attiré par cette envie d'aller vivre en Espagne. Mais d'un autre côté aussi, c'est vrai que l'Espagne, je voyais ça un peu au niveau de l'opportunité du travail que je pourrais avoir. J'avais quand même des doutes. Parce que surtout à l'époque, c'était la méga crise en Espagne. À l'époque, c'était pas mal la crise. Et puis en plus, tu vois, c'est vrai que moi, en sortant de Paris 1, de la double maîtrise de Paris 1, j'avais une licenciatura en Espagne qui m'ouvrait le barreau en Espagne. Donc j'ai prêté, on prête pas vraiment serment en Espagne, mais j'ai signé. Prête serment par écrit. Ouais. Voilà, j'ai signé ma prestation de serment espagnole, et donc j'avais une carte d'avocate Et toi, c'était pas le cas, quoi. Non. Parce que du coup, toi, t'avais une licence française. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Mais donc je comprends que, je veux dire, ta gymnastique pour te dire, tiens, si j'ai envie de rejoindre les deux bouts avec l'Espagne, c'est-à-dire je comprends que ce soit une réflexion qui est peut-être qui est
dont l'articulation est un petit peu plus complexe que par exemple moi, si je m'étais dit bon, bah, en fait j'ai envie d'aller vivre en Espagne, enfin, et de travailler là-bas, quoi. Alors j'avais quand même la possibilité d'homologuer mon diplôme, puis faire une reconnaissance, et puis après de faire comme toi. Et j'ai d'ailleurs des amis de l'université qui l'ont fait, qui dès la L3 sont partis en Espagne, ont fait homologuer, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, du moment où j'ai dit bon, en fait, je commence à réfléchir à être avocat, et j'ai pas envie de passer, de m'inscrire au barreau un barreau d'Espagne sans avoir passé cet examen en France qui donne finalement d'un côté cette importance à la profession d'avocat parce que forcément ici en France c'est une profession qui est noble et on donne beaucoup d'importance, et en Espagne c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose, et c'est pas aussi difficile, donc si tu veux maintenant c'est juste un master de plus, voilà. Mais moi à l'époque vraiment on pouvait s'inscrire comme avocat à partir du moment où on avait un master 1 espagnol, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que et d'ailleurs moi j'ai squeezé le CRFPA et tout par ce biais, enfin genre je fais partie de ces fraudes qui en fait du coup prêté serment en Espagne juste sur la base de ce diplôme, et ensuite fait une reconnaissance du titre d'avocat espagnol en France par la procédure de l'article 99. Et donc toi en fait t'as fait le truc inverse, tu t'es dit bah non, en fait si je veux être vraiment avocat et genre me sentir avocat, et je vais passer par la voie difficile et noble. Voilà. Ensuite, je verrai comment je fais reconnaître les choses en Espagne. Alors, bon, puisque tu en parles, je vais revenir dessus. Mais effectivement, en Espagne, il me semble jusqu'à... je sais plus si... Bon, la dernière année, c'est 2013. Voilà, c'était 2012. Je peux te le dire parce que vraiment, nous, ça a été limite. Hein. Ouais, ça a été limite. Si tu veux, effectivement, jusqu'à 2012, où ça a été, la loi a été approuvée, il n'y avait pas d'examen d'entrée. Donc, en Espagne, il suffisait d'avoir una licenciatura, donc 4 années de droit, pour ensuite s'inscrire dans un barreau en Espagne. Résultat, en Espagne, on n'est pas 70 000 avocats comme c'est le cas en France, 150 000 avocats exerçants. Et ça inclut les avocats en entreprise ? Oui, ça inclut aussi les avocats. Parce qu'il y a quand même cette particularité qu'en Espagne, contrairement en France, le statut d'avocat en entreprise existe. Voilà, ouais, tout à fait. Et il y a une autre particularité, c'est qu'en plus, tu peux être inscrit dans un barreau, mais en tant que non exerçant. Oui. C'est une option qui existe. Et donc là, il y en a à peu près 100 000. Donc au total, on est 250 000 avocats en Espagne. Exerçants, 150 000. Mais donc forcément, pourquoi il y a autant d'avocats exerçants, dont en entreprise, 150 000. Oui, voilà, tout à fait. Donc, si tu veux, il y a une concurrence qui est énorme en Espagne. Donc, on se plaint ici, ça me fait rigoler quand on se plaint, on est trop d'avocats. Alors, bon, c'est un débat, on peut en parler, hein. Mais c'est vrai que, bon, si tu veux en Espagne... Oui, mais cela dit, je crois que, du coup, parmi les, entre guillemets, les arguments pour débunker cet argument en France, comme quoi il y a trop d'avocats en France, il y a le fait de dire on est aussi le pays européen avec le moins d'avocats pour 100 personnes dans la population. Ce qui pose la question. Voilà. Donc c'est à mitiger, mais c'est vrai que. Et puis bon, l'autre chose, c'est que c'est difficile de comparer ces deux chiffres parce que je pense qu'il y a plus de. Enfin, tu vois, des jurys d'entreprise, il y en a combien en France ? Ça, après, oui, et en Espagne, je sais pas, mais en tout cas, je peux te dire que même si on enlève les avocats en entreprise, je t'assure que la concurrence n'est pas la même. On est beaucoup plus exerçant dans des cabinets d'avocats qu'en France. Et en plus, en Espagne, il y a beaucoup moins d'habitants qu'en France. En France, on est 70 millions. Je sais pas combien de personnes. En Espagne, je crois que c'est 40-50 millions d'habitants. Bon, en tout cas, beaucoup moins qu'en France. Donc, si tu veux, voilà, il y a cette particularité. Alors, depuis 2013, donc il y a cet examen qui te permet de rentrer dans un master. Et donc, tu fais une année de master et ensuite, tu as l'examen final pour être avocat.
Mais le taux de réussite est quand même supérieur à la France parce qu'il y a 80% de taux de réussite. Oui, donc, c'est juste une année de plus d'études. C'est juste une année de plus d'études. Et donc, forcément, il est plus facile d'être avocat en Espagne qu'en France. Donc, j'ai décidé voilà, de tenter l'examen. Et donc, je l'ai réussi. Et je suis entré à l'école, à l'EDAC, à la Haute École des Avocats Conseils de Versailles, de la Cour d'appel de Versailles. Et donc, j'ai fait cette année et demie ou ces 2 années d'école d'avocat, durant lesquelles on a dû faire 6 mois de stage PPI et 6 mois de stage final. Ouais. Et du coup, tu as fait où chacun ? Alors, j'ai commencé l'école d'avocat par faire les 6 mois de cours. C'était parce qu'il y avait aussi la possibilité de commencer par son stage PPI. Donc, voilà, j'ai un peu pris mes repères. Et puis, donc, à continuer cette réflexion que j'avais en interne, de me dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais continuer à faire du droit des affaires, sachant qu'en réalité, l'option des affaires, je dis quand même, j'avais un bagage qui n'était pas aussi solide que des élèves qui venaient de faire un master 2 de pur droit des affaires, etc. Et donc, j'avais aussi des doutes sur pouvoir vendre mes études universitaires. Et par-dessus ça, je me souviens que voilà, j'avais un peu parlé de mon projet à Maître Dumonté, que je salue, qui est le directeur de l'EDAC, avec qui j'ai une bonne relation. Mais je me souviens que voilà, il y avait plein de... C'est une école qui finalement où on a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir, hein, et puis on a des profils qui sont vraiment très différents. Je me souviens qu'on était organisé en soit plutôt profil droit des affaires, soit plutôt droit qui privatif, voilà, judiciaire. Voilà, judiciaire. Donc moi j'étais plutôt dans le côté droit des affaires. Et c'est vrai que voilà, on accorde aussi beaucoup d'importance, je pense, à l'anglais, etc. Et puis nous, quand je dis nous, en réalité, je ne sais pas si on était plusieurs, parce que je me souviens pas qu'il y ait des profils comme moi. Mais moi, j'avais un peu parlé de mon idée au directeur donc, de l'EDAC, et je lui avais dit, voilà, moi, je me vois plus tenter de faire, d'exploiter mon parcours, quoi, finalement mon identité un peu de France-Espagne, quoi. Je ne savais pas encore comment, si ça allait être un cabinet espagnol en France, ou alors si ça allait être l'inverse. Et il t'avait dit quoi ? Et je me suis un peu à l'époque ce qu'il m'avait dit, mais je n'avais pas senti que ça un enthousiasme, ouais. Que ça l'emballait. Et du coup, tu as fait quoi comme PPI ? Et donc, alors, j'ai cherché, donc le PPI, c'était soit en entreprise, ouais, soit dans un cabinet dans un cabinet d'avocats à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à chercher des cabinets d'avocats franco-espagnols. Il n'y en avait pas beaucoup. Et t'as MB, voilà. Ouais. Donc, dans les 3, 4, 5 cas, j'aurais aussi pu aller en entreprise d'ailleurs. Ouais. Il y avait aussi cette option-là. J'ai trouvé un stage PPI à Barcelone. Barcelone que je connaissais, qui m'avait beaucoup plu. Et voilà, une porte s'est ouverte. Et donc, je suis rentré par cette porte qui s'est ouverte en Espagne. Un cabinet franco-espagnol dans lequel on allait pas exercer, mais en tant qu'élève avocat, faire un peu de droit français et un peu de droit espagnol. Enfin, on pouvait faire les deux. Donc, ça correspondait parfaitement à mon profil, à mon parcours universitaire. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça s'est bien passé ? Et donc, ça s'est bien passé à tel point qu'ils m'ont proposé de faire en France. Voilà, trop bien. Les 6 mois dans le même cabinet, mais à Paris. Donc, j'ai continué cette voie-là qui, je considère avoir été quand même chanceux de voir que ça match aussi bien. T'as sûrement bien travaillé aussi. Sûrement. Mais si tu veux, voilà, il y a toujours un facteur chance, je pense. C'est pour ça que j'évoque la chance, mais à part le travail forcément et le fait que tout est matché, il y a toujours ce facteur chance de tomber au bon moment, etc., au bon endroit. Donc, si tu veux, j'ai continué mon exercice de élève avocat dans ce même cabinet à Paris.
Et à Paris, alors à Barcelone, je faisais déjà du droit français aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en réalité, je continuais à faire un suivi sur les dossiers dans lesquels je travaillais déjà. Dans le cabinet dans lequel j'étais, je considère que c'est un petit moyen cabinet au niveau de la taille, mais plus orienté grande entreprise, aux moyennes entreprises, grandes entreprises. On faisait pas mal de droit des affaires, mais il y avait aussi du contentieux, droit commercial. Et en réalité, je pouvais aussi choisir vers quoi j'allais m'orienter, parce que il y avait plusieurs départements, mais j'étais un peu libre aussi. C'est ce qui m'a plu. Pas mal de marge de manœuvre. Voilà, on avait beaucoup d'autonomie, et aussi par rapport à l'appétence qu'on pouvait avoir dans certaines matières, on pouvait prendre les dossiers. Par exemple, c'est vrai que moi, le droit du travail, ça m'intéressait pas énormément, mais je préférais le droit, les contentieux aussi. Quand je pouvais prendre des dossiers de contentieux, je le demandais aux associés. Mais surtout, le plus intéressant, c'était de pouvoir jongler entre le droit français et le droit espagnol, d'avoir cette double casquette. Donc après ce stage de 6 mois, on m'a proposé donc une collaboration à Barcelone. Trop bien. Ça aurait pu être à Paris, mais il y avait une place qui se libérait à Barcelone. Donc ça a matché avec mon idée de revenir en Espagne. Alors c'est vrai que je me suis français comme avocat français, mais je serai également inscrit au barreau de Barcelone. Okay. Par le biais cette fois de la reconnaissance en Espagne de ton titre français. Voilà, exactement. Ok. Tout à fait. Donc on a fait le chemin inverse. Mais à l'inverse. Exactement. C'est trop drôle. Et donc dans ce cabinet-là, en fait, on est que des profils franco-espagnols quasiment. On est souvent dans les 2 barreaux. Donc voilà, on vient tous un peu le parcours universitaire peut un peu différent, parce qu'il y a également des confrères consoeurs qui ont fait l'inverse, ils étaient en Espagne et ils sont arrivés en France. Mais il y a des profils comme toi dans ce cabinet-là. Et c'était ça qui était super avec intéressant. Anna, par exemple. Avec Anna, ouais. Plumed, ouais. Bien sûr. Anna, que j'aurais adoré interviewer. Et puis, c'est vrai que c'est le moment où ça a correspondu quand elle a quitté pour rejoindre une banque. Et je sais pas où est-ce qu'elle en est, ça me donne envie de prendre de ses nouvelles. Ouais. Moi, ça fait un moment que j'ai pas eu de ses nouvelles non plus, mais aux dernières nouvelles, elle allait très bien. Donc voilà, donc j'ai continué dans. Alors, je me suis quand même posé la question au niveau personnel, parce que jusqu'à présent, j'étais parti en Espagne, mais je savais que je revenais. Et c'est vrai que j'avais, même si je me posais la question de mon appétence de partir en Espagne, j'avais quand même travaillé pour avoir un réseau en France. Alors, tu avais travaillé comment pour avoir ce réseau en France ? Tu avais fait quoi ? Je suis une personne qui est quand même assez sociable, on va dire, et qui aime entrer en relation avec les gens. Donc, c'est-à-dire que depuis toujours, j'ai des amis dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Donc, autant les amis d'enfance que, alors, par exemple, quand j'étais avocat à Paris, j'étais à l'orchestre de Paris, parce que moi, mon père est musicien, donc Tu joues quoi ? Je joue du violon. Canon. Et donc j'étais membre de l'orchestre de Paris, cet orchestre de l'ordre des avocats de Paris. Et je crée des relations dans les entreprises dans lesquelles j'avais été, etc. Mais réellement, je m'en suis rendu compte que quand je suis devenu élève avocat. Et c'est vrai que donc ça d'un côté, et de l'autre côté, j'avais aussi l'aspect personnel. Est-ce que j'allais laisser ma famille et puis partir ? Alors je pars pas très loin, mais je me posais quand même la question d'aller dans une ville où je connaissais personne, parce que Barcelone à ce moment-là, même si j'avais été, je connaissais pas grand monde. Alors pendant mes stages, j'ai commencé à connaître du monde, mais voilà, je me posais quand même la question à titre personnel. Et j'ai fini forcément par accepter, parce que c'était vraiment une trop belle occasion pour refuser ça. Et je me suis dit, de toute façon, même ce que j'ai cultivé au niveau, et j'ai travaillé au niveau de relations en France, c'est à moi de les travailler pour garder ces relations-là. Et puis, de toute façon, c'est ça qui me plaît dans ce cabinet-là, c'est qu'en réalité, je ne tire pas un trait. Sur ces contextes et sur cette partie de la France et donc du droit français, quoi. Ce qui m'intéressait au niveau aussi après professionnel. Donc j'ai dit oui, et c'est comme ça qu'a commencé donc ma collaboration dans le cabinet. Et alors, comment ça se passe ? Donc tu pars à Barcelone. Voilà, tu t'installes là-bas. Je m'installe là-bas, tout à fait. Et dans quelle zone de Barcelone ?
Alors, donc le cabinet où j'habite. Bah, toi. Alors, moi, j'habite. Fais-moi voyager un petit peu. Alors, moi, j'habitais. Donc, tu connais Barcelone, Un petit peu, ouais. petit peu. Alors, j'ai habité. En réalité, je crois que depuis que je suis à Barcelone, je crois que j'ai dû déménager 5 ou 6 fois Oh déjà. là là, quel Mais enfer. j'ai la plus grande partie de quand j'étais au cabinet, j'habitais à Urquinaona. Urquinaona, qui est juste à côté de, par exemple, la Plaza Catalunya. Ok. D'accord. Donc vraiment dans le centre de la vieille ville de Barcelone, à côté de la cathédrale par exemple. Et le bureau était à l'époque donc sur l'avenue Diagonale, là où il y a tous les cabinets d'avocats, ils sont beaucoup de centres d'affaires, Oui. se passe là-bas les cabinets d'études de notaires, etc. Moi, en général, je vais à Barcelone pour danser le tango et on est en plein dans le quartier de Gracia. Donc, je traîne surtout à Gracia quand je vais à Barcelone. D'accord. Et ben écoute, donc je saute sur l'occasion parce que tu as dit que tu dansais le tango. Moi, Ouais. donc je danse la bachata. Ah bah, Et donc autre style, mais voilà, donc j'avais aussi beaucoup de créer de relations. Et d'ailleurs, via le monde de la bachata. via le monde voilà, de la danse, c'est comme ça que je me suis beaucoup sociabilisé là-bas au niveau personnel, mais ce qui après aussi a été intéressant au niveau professionnel, parce que forcément quand on rencontre des gens, ça nous fait rencontrer aussi pas que dans la vie personnelle, mais aussi au niveau professionnel. Ouais, puis alors là, tu rencontres des gens qui ont vraiment pas nécessairement le même, enfin, qui sont pas des autres avocats, Voilà. ou enfin, c'est vraiment hyper mixte, quoi. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. J'ai déjeuné avec des confrères qui sont des amis de l'école d'avocats. Et on parlait du fait de s'en aller de Paris et de s'installer soit dans une autre ville, de façon générale, mais aussi à l'étranger. Et on discutait sur la difficulté qu'en avocat d'arriver à un endroit et de se sociabiliser. Alors j'écoutais, j'ai pas eu le temps de terminer le podcast que tu as fait, mais celui de la consoeur qui s'est partie s'installer à Marseille. Oui. Et elle aussi, elle en parle un peu du fait d'arriver dans une ville, de pas forcément connaître du monde. Et finalement, voilà, quand on est avocat, on a les horaires et les contraintes qu'on a, et forcément, tu te poses la question de comment est-ce que tu vas créer aussi une vie personnelle et puis nouer et créer des relations, parce qu'après, c'est aussi intéressant sur l'aspect forcément professionnel. Et c'est vrai que faut trouver des biais, des moyens pour justement sociabiliser. Et il n'y a pas meilleur moyen que la danse pour justement sociabiliser avec les personnes. Ouais, la danse, les sports, les loisirs en général, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la danse, en plus, il y a ces contextes de bal. Enfin, j'imagine que la bachata, c'est comme le tango. Il y a des bals dédiés de bachata. Voilà, Enfin, des balles, des soirées. Voilà, c'est ça. En On appelle ça sociales. sociales. Ouais. Ouais. Pour le tango, c'est des milongas. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, c'est. Enfin, voilà. Mais cela dit, je dis ça, mais. Je crois que je demande jamais aux gens au tango ce qu'ils font dans la vie. D'accord. Écoute. mais ok, bref. C'est comme un petit mot, et donc Ouais, grave. on finit par se connaître, et donc forcément on parle un peu on parle de tout, et donc forcément on parle de nos vies professionnelles également. Donc c'est un moyen. Donc voilà, c'était quand j'arrive à Barcelone, voilà, ça a été un moyen aussi pour moi de connaître du monde et de me sociabiliser. Et donc mon parcours donc chez ce cabinet-là se passe très bien. Forcément, Donc tu t'orientes plus vers du droit des affaires, voilà. puisque tu disais qu'il te laissait quand même pas mal de liberté. Toi, ton appétence va plus vers le droit des affaires. Exactement. Exactement. Et puis, droit des sociétés, tout ça. Voilà, donc je continue ce chemin tracé. Et puis ça se passe bien. Ça se passe bien, et puis donc au bout d'un certain temps, c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me sentir pas très bien. Je veux dire, au bout de à peu près 1 an et demi peut-être d'exercice. Donc ça fait déjà 2 ans et demi que j'étais dans ce cabinet-là. Ouais. Et qu'est-ce qui te chafouinait ? Alors, il y avait plusieurs points. Il y avait un premier point où c'est vrai que je sentais beaucoup de pression. Sur les objectifs, mais pas forcément d'en haut, c'est-à-dire plus mes relations peut-être avec mes confrères et consoeurs du cabinet, pas au niveau personnel, parce qu'au niveau personnel on s'entendait tous très bien, mais c'était plus au niveau professionnel. Ça d'une part.
Donc, je l'avais déjà évoqué à ce moment-là aux associés. Il y avait aussi un autre point qui était le développement de la clientèle. Alors moi, j'avais vu dans ce cabinet-là initialement vraiment un projet à long terme parce que c'était vraiment l'ADN de ce cabinet-là, il me correspondait parfaitement, quoi. Et puis vraiment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour l'associé du cabinet de Barcelone parce que pour son parcours, qui d'ailleurs elle est passée par l'Argentine et est arrivée à Barcelone. Donc ça rejoint un peu ton parcours aussi, toi qui as été en Argentine. Et en fait, si tu veux, moi, cette construction du cabinet, avec aussi l'autre associé fondateur, j'ai beaucoup admiré. Qu'est-ce que tu admirais? C'est-à-dire d'arriver de créer un cabinet avec cet ADN franco-espagnol. Et donc finalement, on est en plus dans ce cabinet-là, il y a beaucoup d'avocats franco-espagnols avec en plus aussi cette double identité, c'est-à-dire que beaucoup de ces avocats-là ont aussi un parent français, un autre espagnol, ou alors vice-versa. Ils ont grandi dans un pays ou dans un autre. Et finalement, d'être parti créer ce cabinet-là en Espagne et d'avoir tout monté, puis que ça fonctionne aussi bien, quoi. C'est-à-dire que c'était un pari qui est toujours risqué quand on monte son cabinet. Et donc, et puis après aussi au niveau de travail dans le cabinet, j'aimais cette façon qu'elle avait de travailler. Donc je reviens sur le côté peut-être qui fait défaut, c'est-à-dire que j'avais aussi, moi, d'un certain côté, j'aimais la possibilité de développer la clientèle. C'est quelque chose qui m'attirait. Donc là, on parle plus du côté vraiment avocat, mais l'aspect plus entrepreneur de la profession. Exactement. Et donc ce côté-là, moi, il commençait à bien me plaire. Et c'est vrai que la particularité qu'il y a en Espagne, c'est qu'on n'a pas un contrat de collaboration, mais on est salarié. Depuis une jurisprudence du Tribunal Supremo, qui correspond donc à la Cour de cassation en France, qui avait, il y a eu un arrêt qui a été rendu sur un cabinet d'avocats et a fait donc, qui a requalifié un contrat de prestation de service en contrat de travail. Donc, si tu veux, déjà, donc on avait une relation dire, moi j'étais salarié du cabinet, et c'est comme ça dans tous les cabinets, dans une grande majorité de cabinets d'avocats. Donc par rapport à la clientèle, en réalité... Tu ne pouvais que apporter la clientèle au cabinet. Voilà. Donc moi, c'était un point qui ne me dérangeait pas parce que justement, je voulais... Alors bon, aussi il y avait la difficulté que ça soit une clientèle qui corresponde aussi avec la clientèle du cabinet. Et, si tu as plus une clientèle qui est un peu différente, ça va être plus compliqué aussi. C'est parce que tu dois la porter donc, au cabinet. Donc si le cabinet initialement ne fait pas trop ce type de dossier, bon... donc il y avait aussi ce second point. Et donc de plus en plus, quand on a avancé dans le temps, c'est vrai que il y avait ce point-là, mais c'était pas super important. Mais c'est plus l'autre point il y a plus des frictions qui sont arrivées à un moment où donc c'était pendant la période Covid. On arrivait à un point où finalement on a décidé. Parce que du coup tu apportais de la clientèle au cabinet, mais elle n'était pas valorisée. Non, on te laissait moi, pas c'est pas que j'apportais. Enfin, j'ai apporté quelques clients, mais c'est plus que j'avais envie d'approfondir T'avais envie d'y passer plus de temps, et eux, ils attendaient plus de toi que tu produises. Voilà, exactement. Je pense après, forcément, c'est mon analyse. Peut-être que de l'autre côté, ils en ont une autre, mais c'est comme ça, tout du moins, que moi, je l'ai ressenti. Voilà. Et donc, si tu veux, je pense qu'il y avait au final, j'ai fini par me sentir plus très bien. Je me posais plein de questions et je pense au final, on a décidé que c'était mieux que ça s'arrête. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé un peu à me remettre en question. Un peu une remise en question maintenant, on va se poser, on va réfléchir, qu'est-ce que je veux faire.
Et C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup réfléchi à ça. Parce que depuis qu'on parle, tu vois, un peu chaque étape, chaque choix, j'ai l'impression que tu reviens sur à ce moment-là, je me demande si Espagne, si France, si entreprise, si avocat. Tu vois, j'ai alors, l'impression c'est que des t'as parties de beaucoup ma vie. marqué. Là, je raconte des parties de ma vie, donc c'est pas, c'est pas je suis pas toujours en train d'y Non, réfléchir. mais bien sûr, mais Dès le moment où j'ai pris la ouais. décision que je voulais prendre ce Du coup, chemin-là, là, tu te poses je quand l'ai même pas mal pris. de questions. Je l'ai pris. Mais je pense qu'on se pose tous des questions en tête. Là, en réalité, je dis voilà, ce qui se passe dans notre dialogue interne Ouais. à des étapes de notre vie. Mais quand j'ai pris ces décisions-là, je me pose pas les questions. Et donc, dans me pose pas ces l'absolu, questions. donc tu quittes le cabinet et tu te poses des questions, mais tu te poses des questions sur si tu t'installes, si tu rentres à Voilà, Paris. c'est plus, si... voilà, c'est plus bon. C'est vrai que la première raison, c'est réellement ce cabinet il me correspondait parfaitement. Il n'y en a pas des masses de ce genre de cabinet. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai commencé à faire ma vie à Barcelone. Bon, maintenant, je me pose la question, est-ce que je vais en entreprise? Est-ce que je continue, je vais dans un autre cabinet d'avocat? Ou alors, est-ce que je monte mon cabinet? Et donc, c'est vrai que en plus, la difficulté que j'avais, forcément, c'est que je partais de zéro aussi. Et c'est, je pense, plus facile quand on a une clientèle et puis on va donc développer encore plus cette clientèle et donc on s'installe. Donc, c'est vrai que moi, j'avais envie de franchir le pas, mais j'avais cette grosse crainte Que ça marche pas. que ça marche pas. Et tu dis que c'était en période Covid? Ouais, enfin, c'était pendant le confinement. De mars? Ouais, le confinement voilà. de l'enfer de mars Voilà. 2020? Et surtout qu'en plus en Espagne, on pouvait vraiment pas sortir si ce n'était que pour faire les courses. Alors qu'ici, on pouvait quand même sortir faire un peu de sport. En Espagne, on pouvait pas. Et puis moi, donc j'habitais ce quartier d'Urquinaona où donc c'est des petites rues, Les petites rues voilà, gothiques, médiévales. voilà, gothiques et avec très peu de lumière. Donc c'était vraiment Dur. psychologiquement que ça a été pas Oui, facile. puis c'était une époque où où on anticipait une crise économique mondiale Aussi. majeure. Voilà. L'Espagne qui a mis quand même du temps à sortir de sa propre crise. Enfin, il faut se mettre dans ce contexte aussi un peu mental et social, quoi, enfin culturel. J'imagine qu'il y a eu une crainte de rechute de l'économie en Espagne énorme. Enfin, déjà qu'elle était là en France, mais C'est tout à fait ça. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que je vais pas plutôt dans un cabinet mais pareil, j'avais aussi l'inquiétude de ce qu'ils vont recruter à ce moment-là. Et si tu veux, il y avait tout ça qui se cumulait, c'est-à-dire le fait que déjà, il y a une grosse concurrence par rapport au nombre d'avocats, ce dont on a évoqué tout à l'heure. Le fait que c'était une période qui était compliquée. Le fait où j'avais presque pas de clientèle. Donc, tout ça cumulé, bon, c'était compliqué de franchir le pas, de prendre la décision. et du coup t'as pris quoi comme décision? Alors j'ai finalement pris la décision donc de m'installer. Donc tu te lances. Qu'est-ce qui t'a décidé? Et donc de me lancer. Il y a plusieurs facteurs. On va dire principalement, il y a eu peut-être, c'est aussi peut-être une coïncidence, mais dans la vie comme ça, il y a des coïncidences marrantes. Mais il y a eu deux facteurs. Le premier, ça a été que voilà, qu'on a décidé de se séparer. Avec le cabinet dans lequel j'étais. Parallèlement, j'avais mené une procédure judiciaire en France familiale d'un dossier de la famille sur une prescription acquisitive que j'ai gagnée. Et donc j'ai eu le jugement. Donc à ce moment-là, je me suis dit, et ça m'a donné un peu de force dans ma volonté. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'ai eu un client que je venais d'avoir perso. Et qui rapidement a porté ses fruits. Et donc j'avais négocié en plus de l'honoraire fixe un bon honoraire de résultat. Et ça a été financièrement voilà, un coup aussi qui m'a permis de me dire bon, voilà, je vais avoir de quoi me lancer. Et ça me donne un peu de l'énergie pour me conforter dans ma décision. Donc on le tente. Et puis, alors attends, donc il y a ton dossier famille, donc ça c'est la famille, et le client pour lequel tu avais négocié un bon nono de résultats, il venait d'où ce alors client? c'était un client qui venait de bouche à oreille, on va dire, hein. C'était une amie qui m'avait mis en relation, et cette personne, on m'avait parlé de son problème, c'était plus de l'API, la propriété intellectuelle, c'était une personne physique hein, comme client, qui était face à une grosse chaîne de fast-food, et qui avait donc utilisé son image sans son consentement.
Et puis en plus, il y avait aussi une problématique aussi un peu internationale parce que c'était non seulement dans toute la France, mais en plus dans des pays internationaux. Par exemple, je crois qu'il y avait le Pérou. Bon, je sais plus. En tout cas, il y avait aussi un volet un peu international. Et puis donc, voilà, ça m'a. Donc le bouche à oreille fait que on t'envoie ce dossier. Exactement. Le bouche-oreille. Et donc, du coup, bah voilà, je décide de me lancer. Et puis j'avais aussi des amis des confrères amis qui me disaient ouais, allez, lance-toi, t'as rien à perdre, tu essayes et puis tu verras bien. Même si en plus c'était encore une fois pendant le Covid, donc c'était compliqué quoi. Et Donc, alors là, tu t'y prends comment? alors comment je m'y prends? J'ai tout de suite pensé à comment je vais faire. Alors en plus forcément j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, ça c'était la première chose. Mais j'ai commencé à me poser la question, comment je vais, par où je veux commencer, d'où je vais tirer la clientèle, etc. Et au-delà du fait de communiquer sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai aussi essayé de... Alors, en réalité, réseaux sociaux, c'est-à-dire non seulement les communications, mais aussi de parler via les réseaux sociaux. Donc raconte-moi. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on est une époque du Covid, et donc voilà, il y a une restriction dans la liberté de mouvement, donc c'était compliqué de sortir et d'aller faire des événements, etc. Parce qu'il n'y en avait pas, enfin il y avait des événements, mais c'était pas des événements physiques qui se tenaient lieu en présentiel. Donc j'ai commencé à avoir une petite clientèle via surtout le bouche à oreille d'une part, et ça a commencé à arriver un peu par les réseaux sociaux. Et alors attends, tu dis une petite clientèle beaucoup par les réseaux sociaux, en quoi? C'est-à-dire en quoi? C'est-à-dire parce que tu vois, quand bien même tu vas chercher cette clientèle sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, t'as ciblé qui? Pour quel type de problématique? Alors, tout ce que je vais te raconter, c'est une construction. Là, je peux te répondre parce qu'il y a eu alors moi, du temps qui est passé. Mais... Alors moi, ça m'intéresse d'avoir les différentes étapes de genre au début. Et t'as le droit de me dire, franchement, au début, j'en savais rien et juste je disais aux gens que j'étais installée et je prenais ce qui venait. Et puis ensuite, j'ai changé de manière de faire et j'ai plus fait ceci. Enfin, tu vois, alors, ça m'intéresse. Au début, forcément, on fait pas le difficile sur ce qui arrive. On va pas se mentir. Donc, on prend même des dossiers qui sont pas forcément. Alors, c'était toujours un peu dans mon champ de compétences, hein, sinon vraiment j'aurais pas pris. Mais c'était des dossiers. Alors, c'était autant en droit espagnol qu'en droit français d'ailleurs. Mais c'était vraiment du bouche à oreille, quoi. Ah, j'ai un ami, j'ai vu que tu t'es mis à ton compte, j'ai un ami qui a tel problème, donc voilà, j'ai besoin d'un avocat. Ou alors sur les réseaux sociaux, dans des groupes Facebook par exemple, j'ai telle problématique, est-ce qu'il y a un avocat, etc. Et, c'est des groupes où tu étais déjà avant? Ouais, j'étais déjà avant, ouais. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à avoir quelques clients par-ci, par-là. Et aussi de cette relation que j'avais nouée dans le passé. Donc, par exemple, des amis qui ont ouvert des sociétés en France, qui ont des problématiques sur le niveau Donc, toutes ces personnes-là, tu leur as réécrit? Tu leur as écrit? Alors, pas forcément. C'est plus qu'ils ont vu mes publications, ils ont vu que j'étais avocat, donc soit ils sont venus d'eux-mêmes, soit j'étais recommandé. Okay. C'était surtout ce cas de figure-là. Au début, j'ai pas une façon forcément d'aller démarcher. Salut, comment tu vas? Écoute, je suis avocat. J'avais pas forcément ce. D'ailleurs, je le fais pas tellement aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une autre façon. Donc, par exemple, tu me demandais maintenant à l'heure actuelle. J'ai plus ciblé le client final et j'ai ciblé les intermédiaires. Voilà. Donc, et du coup, le client final aujourd'hui, c'est qui? Alors, le client final, par exemple, une grosse partie de ma clientèle, ce sont des francophones qui viennent en Espagne. Ouais. D'accord. Donc, et ils te contactent pour quel problème? Alors, j'ai beaucoup par exemple, de droit immobilier et du droit des affaires. Donc, c'est vrai que le droit immobilier, j'en faisais déjà dans le cabinet dans lequel j'étais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est pas mal développé et que donc j'exploite beaucoup. Et plus en droit espagnol. Ouais. Voilà. Et les intermédiaires, c'est? Alors, par exemple, les intermédiaires, ce sont... ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des notaires en France qui ont des problématiques, ça peut être des généalogistes aussi,
Bon, voilà, ce sont des profils qui sont assez divers, variés, mais qui ont donc finalement eux qui ont un client avec un besoin et qui vont donc qui vont le rapprocher de moi. Donc C'est des vrai que Français qui veulent investir dans l'immobilier à voilà, Barcelone voilà, ou parce qu'ils s'y ou en installent Espagne, voilà, ou en Espagne. voilà, où ils ont une problématique. Et donc finalement, j'ai rapidement vu que le bouche-à-oreille, c'est soit parce que initialement je connaissais la personne, ou alors c'était un client qui là m'a recommandé à une autre personne qui a été dans le besoin. Les réseaux sociaux, soit parce que je communique, soit parce que je suis dans des groupes, ou alors également on me recommande, donc les deux se joignent. Et il y avait aussi un troisième point où j'ai vu que ça marchait, ou du moins ça pouvait me rapporter de la clientèle, c'était aussi les confrères et consoeurs, soit dans un sens, donc quand je dis dans un sens, c'est-à-dire des confrères et consoeurs français qui ont une problématique en Espagne, parce qu'ils ont géré un dossier, mais il y a un pan espagnol, donc il faut le gérer, que ce soit en conseil, mais aussi en contentieux. Et donc forcément, les règles ne sont pas les mêmes. Soit le sens inverse, des confrères et consoeurs espagnols qui peuvent avoir une problématique en France. D'accord ? Donc, j'ai plus d'activité en Espagne, en termes de volume, j'ai plus d'activité en Espagne qu'en France. Mais en France, voilà, je continue à avoir une activité par ces biais-là. Et aussi par des biais aussi où j'ai, par exemple, dans le passé, où j'ai pu aller des événements, je sais pas, dans des incubateurs, par exemple. Et qui donc, finalement, quand on travaille un peu je pense que dans ce côté entrepreneur, quand on essaye au final à créer des relations pour avoir in fine des clients, ça ne fonctionne pas, c'est pas magique, je veux dire, c'est pas tu veux un événement et puis ça y est, t'as 10 clients. Oui, tu plantes plein de graines, tu rencontres plein de personnes et puis à force, il y a un moment une personne qui devient un client ou quelqu'un qui te recommande à quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'interviewais hier Pierre Servan-Schreiber, dont je diffuse l'interview la semaine prochaine. Et lui, il était managing partner chez Skaden, donc gros parcours dans le corporate. Et il explique ce qui est aussi très marrant, c'est que parfois tu fais 1000 efforts de développement pour certaines cibles, et puis en fait ça débloque jamais, et puis t'as des gens que t'as jamais démarché et t'as jamais rien fait pour eux, et puis en fait eux ils te contactent et tu sais pas d'où ça vient, mais t'es obligé de planter plein de graines pour qu'à un moment quelque part ça se débloque, et voilà. C'est tout à fait ça, et des fois c'est assez surprenant, quoi. Tu peux avoir un client qui tout d'un coup te contacte, tu te demandes mais comment est-ce qu'il m'a trouvé ce client-là? Et tu demandes ou pas? Oui, moi souvent oui, je demande si je comprends pas comment il a pu avoir mon adresse, je lui demande parce que mon adresse, j'ai une adresse de contact, mais c'est vrai que mon adresse que j'utilise personnellement, professionnellement, je veux dire. Avec mes clients, c'est moi qui les fournis parce qu'il y a une demande initiale. Mais pour éviter de me faire spammer, je la communique pas. C'est vrai que par exemple, elle peut être aussi parce que par exemple, je donne un autre exemple aussi. Au début, quand j'ai commencé, j'ai essayé d'aller frapper à toutes les portes. Je me suis inscrit sur les listes des consulats, donc du consulat espagnol à Paris et du consulat français à Barcelone. Oui. Donc moi je pensais que par exemple ce biais-là, donc là ici j'ai communiqué par exemple mon adresse, donc on peut me contacter par là, mais par exemple ce biais-là que j'ai travaillé initialement, il m'a rapporté 0 clients depuis que j'y suis. Donc, et alors c'est quel biais, tu sais quel biais t'a rapporté le plus de clients? Oui, j'ai fait mon travail avant de venir, j'ai un peu... Trop cool. Je me suis un peu penché sur mes chiffres et j'ai un peu fait un bilan de comment me venaient mes clients. J'ai fait pour toi parce que je sais que tu allais me poser la question. Ouais. Ouais, mais c'est trop cool parce qu'il y a finalement assez peu de personnes qui ont un travail analytique là-dessus, et donc toi qui l'as fait, je suis hyper curieuse. Ça m'a intéressé parce que c'est vrai que les avocats que tu interviews, des fois ils savent pas parce qu'ils n'ont pas fait les comptes, mais moi là qui donc a à peu près un peu plus d'1 an et demi depuis que je me suis installé, j'ai déjà pu faire un premier bilan de comment venaient mes clients pour justement après pouvoir aussi pousser plus ces côtés-là. Et oui. Et donc premièrement
ex aequo, on va dire, à 40% et 40%. On a le bouche à oreille et on a les réseaux sociaux. Trop bien. Donc les gens qui t'identifient vraiment sur les réseaux sociaux, donc les groupes Facebook, voilà. les publications j'ai que aussi tu fais. Instagram par exemple. T'as un Instagram j'ai un confrère j'ai vu que vous étiez avocat en Espagne, j'ai une problématique, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois ça. D'ailleurs, donc tu vois, plus ciblé sur pas le client final, hein, finalement, c'est via les avocats. Mais qui t'ont identifié alors, via un réseau social. Voilà, via le réseau social. Donc j'ai aussi beaucoup le bouche à oreille, parce que aussi j'avais aussi entre guillemets des relations de franco-espagnoles, donc forcément ils ont des besoins France-Espagne. Aussi des notaires avec lesquels j'ai pu travailler. Ça me donne envie d'aller voir ton Instagram. Je sors de mon modèle. Et donc, si tu veux, donc ex aequo, 40%, 40%, voilà. Réseaux sociaux et bouche à oreille. Au début, c'était plus d'ailleurs le bouche à oreille, et ensuite c'était réseaux sociaux. Et puis, en dernière position, c'est plus les... en réalité, on pourrait aussi le mettre dans le bouche à oreille, mais c'est plus... j'ai fait une autre classification avec avocat et notaire. Ok. Voilà. Donc les confrères, quoi. Voilà, les confrères. Parce que des fois, en réalité, les confrères, par exemple, j'ai des confrères qui m'ont trouvé par LinkedIn, qui ont fait une recherche avocat franco-espagnol ou abogado. Bon, je ne sais pas exactement quels mots-clés ils ont pu mettre. Mais ils ont pu me trouver par là, ou alors avec qui j'y suis arrivé à travailler, parce que aussi souvent tu peux travailler dans les dossiers avec une partie adverse et ils voient que tu es avocat franco-espagnol, mais ça c'est dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, et ils vont donc te solliciter sur tes compétences, justement cette particularité qu'il y a. Et si tu veux, ce qui finalement aussi plaît aux clients, c'est également le fait que tu comprennes d'où viennent, parce que forcément en Espagne tu as aussi beaucoup de confrères qui sont espagnols mais qui parlent français, et donc ils vont essayer de capter la clientèle francophone, donc parce que faut savoir que donc j'ai ciblé entre guillemets, c'est celle qui fait appel à mes compétences, donc c'est une clientèle qui est francophone, mais pourquoi cette clientèle? Donc parce que sur Barcelone et en Espagne, il y a à peu près 150 000 Français qui y habitent. Et il faut rajouter les milliers d'autres personnes qui ont des maisons secondaires ou qui ont des relations avec l'Espagne. Donc, si tu veux, la différence qu'il y a là je parle niveau compétences, enfin de concurrence, pardon, concurrence entre moi comme avocat franco-espagnol et l'avocat espagnol, c'est le fait que moi je comprends d'où ils viennent et je sais parfaitement les mécanismes de réflexion qu'ils ont et les habitudes qu'ils ont en France, alors que ça soit parce qu'on va créer une société, parce qu'on veut faire du business en Espagne, ou alors c'est ça parce qu'on veut acheter en Espagne, parce que donc en Espagne cette particularité c'est qu'il est très conseillé, recommandé de s'entourer d'un avocat lorsqu'on va faire une acquisition immobilière. Donc, au-delà du fait qu'il y a la barrière de la langue, souvent c'est le cas, pour acheter une maison secondaire, parce que c'est le cas de beaucoup de Français qui ont adoré l'Espagne parce qu'ils y ont été en vacances et donc qui vont en Espagne. Qui sont devenus accros au jamón. Ouais, et puis aussi et aux croquetas. Aussi le cadre de vie, parce qu'en fait, tu as deux types de profils. C'est donc soit on veut une maison secondaire au lieu d'avoir une maison secondaire en France, on va l'acheter en Espagne, parce qu'en plus c'est plus intéressant aussi au niveau prix. On adore l'Espagne parce que c'est le cadre de vie, le soleil, c'est aussi pour ça que j'y suis allé moi à titre personnel également. La chaleur de l'Espagne, comme on dit souvent, et des personnes qui y habitent. Et donc si tu veux, j'en reviens à ce que je disais sur l'attente des clients, de la clientèle française. Ils sentent que, en voyant que moi je suis un avocat qui plaide également en France et qui a des dossiers en France, je comprends le mécanisme. Donc c'est ça aussi qui forcément plaît à la clientèle française, quoi. Ouais. Francophone, parce que d'ailleurs c'est pas que française, francophone, parce qu'il y a des Belges, il y a des Luxembourgeois, il y a aussi des Maghrébins aussi qui parlent pas espagnol et qui vont s'implanter, qui parlent français, qui vont s'implanter en Espagne. Et alors attends, donc du coup sur Instagram j'ai regardé vite fait et tu racontes, donc là par exemple on est sur une histoire, donc parfois tu parles en espagnol et parfois tu parles en les deux. Et là par exemple tu racontes un cas, l'histoire d'une cliente, bien évidemment sans la nommer,
donc voilà, tu racontes une petite histoire en disant attention à bien avoir tel type de document au moment de la signature du contrat de vente. Parfois, tu as des postes qui sont un peu plus... ben voilà, là, un anniversaire, plus du storytelling. Un anniversaire, anniversaire de prestation. Oui, l'anniversaire de prestation de serment, pardon, un anniversaire professionnel. Ça reste quand même professionnel. Oui, non, pardon. Donc voilà, donc tu mélanges... Alors, là, en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est aussi la difficulté de comment je communique. Est-ce que je veux communiquer en espagnol? Est-ce que je veux communiquer en français? Ouais. Et c'est vrai que j'ai un peu des deux. Enfin, dans mes followers, j'ai un peu des deux. Donc c'est aussi ça. C'est difficile de choisir parce que des fois, voilà, c'est dans les stories, faut faire court. On va pas commencer à mettre énormément de texte. Dans les posts, bon, ça peut être plus facile, mais si par exemple je veux faire des posts avec des vidéos, voilà, il faut que je me pose la question parce que des fois ça peut être des sujets d'ailleurs qui vont intéresser les deux. Mais c'est vrai que j'axe quand même assez sur plus la partie espagnole qui est finalement celle qui marche le plus. J'axe par rapport aussi à mes followers de ce qui peut intéresser voilà, et faire réagir notamment par message privé où ils veulent avoir plus de renseignements. Et alors maintenant, si on va voir sur LinkedIn, comment tu communiques sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, c'est vrai que je communique pas aussi fréquemment que sur Instagram. Sur Facebook, d'ailleurs, en réalité, la seule communication que je fais, c'est je réponds à des sollicitations, des questions sur les groupes, voilà. Donc je communique pas en publiant. Sur LinkedIn, je publie de temps en temps. Encore une fois, sur LinkedIn, c'est parce qu'en fait, en réalité, le fond de l'histoire, ça dépend à qui on s'adresse. Et donc, en fonction du réseau social, ça change du tout au tout. Et alors, donc, par exemple, je suis curieuse d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais. Donc, LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui est beaucoup plus axé. La majorité des personnes, je pense que j'ai sur LinkedIn, ce sont des confrères, des consoeurs. On peut avoir aussi des notaires, on peut avoir des agents immobiliers, mais c'est vraiment le monde de l'entreprise et professionnel et confrères, consoeurs. Donc là, d'ailleurs, j'ai des dossiers qui sont rentrés assez intéressants par LinkedIn, qui viennent d'ailleurs finalement par des confrères, quoi. Ouais. Après, tu vois, qui achète une résidence secondaire en Espagne? Alors souvent, ils font quoi dans la vie, ces gens? Ah, tu parles par rapport à leur niveau de revenus, etc. Peut-être. Au-delà du niveau de revenus, mais c'est-à-dire que tu vois, genre moi. Ça peut être vraiment. Moi, ma vie professionnelle et celle sur laquelle je publie sur LinkedIn, c'est d'être chef d'entreprise qui fait du conseil et de la formation pour les avocats. Mais dans l'absolu, parfois je vois des informations passer sur LinkedIn de professionnels autres et je vais pas liker, je vais pas commenter, mais une partie privée de Lila Louise Maréchaux est tout à fait intéressée par cette publication, tu vois. Et donc, en fait, quand bien même, c'est pas forcément des publications avec lesquelles je vais interagir parce que je suis plus dans une... j'interagis plus avec des choses qui vont créer une ligne éditoriale qui est cohérente avec du coup ce que je veux vendre. Je suis quand même entre guillemets une cible et ça peut être quand même des personnes que je suis, c'est juste que je les suis de manière tout à fait silencieuse et discrète. Et donc en fait c'est là où je te dis globalement une personne, tu vois, moi c'est là où je trouve ça intéressant de se poser la question, c'est-à-dire que oui, bien évidemment qu'il y a sur LinkedIn les gens qui sont notaires, agents immobiliers, qui sont sur LinkedIn pour leurs activités professionnelles, qui l'identifient par ce biais et qui du coup avec qui tu réseautes par rapport à toi tes activités en Espagne. Mais dans l'absolu peut aussi y avoir Trucmuche qui en plus d'être ou avocat ou je ne sais pas quoi d'autre, qui voit passer ta publication et qui quand bien même il est je sais pas genre RH ou adore l'Espagne et veut y investir et elle va peut-être pas interagir avec tes publications en mode tiens cette personne elle fait du droit social et je vais lui confier un dossier en droit social, mais par contre à titre privé dans sa vie privée avec l'argent qu'elle gagne via sa société, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi par exemple je vais donner un exemple, ça n'a pas été fréquemment mais parce que via LinkedIn
ça va plus être, si c'est du droit immobilier, ça va pas être le particulier, ça va plutôt être un professionnel. Ouais. Mais j'ai eu une fois, d'ailleurs c'était au tout début quand je me suis lancé, un client qui m'avait par LinkedIn. Et comment il avait eu mon contact, en plus c'était un différent, un précontentieux on va dire en droit immobilier. Il avait eu mon contact parce qu'il y avait quelqu'un de son réseau qui avait liké ma publication comme quoi je me mettais à mon compte. Et voilà. Et donc, il faut dire vu que la cliente, au final, elle était sur LinkedIn parce que elle a justement, c'est quelqu'un je crois, qui est comptable. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui. C'est exactement le cas de figure dont je parlais. Voilà, parce que c'est un type de réseau qui, on va pas retrouver. Je sais pas, mais moi je pense que un fonctionnaire qui travaille, je sais pas, qui est instituteur, je sais pas s'il a LinkedIn forcément. Je sais pas. Je pense pas. Mais bon, après, voilà. Mais moi, en tout cas, de mon expérience, depuis que j'ai. Bon, LinkedIn, je l'ai depuis plus longtemps, depuis que je me suis lancé à mon compte. Mais en tout cas, depuis que j'exerce à mon compte, est-ce que j'ai réussi à capter des clients? La réponse est oui. Et les profils sont toujours, voilà, encore une fois, liés à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors après. Si on change de réseaux sociaux, c'est tout à fait différent. Et donc là, Facebook. Alors, Facebook, par exemple, donc si on parle de Facebook, c'est un réseau social où déjà, par exemple, toute la jeune génération, elle n'y est pas. Elle n'y est pas du tout. Facebook, c'est devenu un méga truc de boomer. Voilà. Donc, mais du coup, c'est pas grave parce que je vais pouvoir les capter sur un autre réseau social. Et en réalité, cette jeune génération n'a pas forcément encore besoin d'avocat. Elle n'est pas encore au stade où elle investit dans une maison secondaire. Voilà. Et elle ne va pas avoir ces problématiques-là. Et c'est vrai que sur cette tranche d'âge, elle va plus savoir voir si elle communique avec moi, ça va être plus parce qu'elle cherche un stage ou autre. Mais donc, sur Facebook, on retrouve pas mal de personnes qui sont donc des personnes d'une autre génération, mais pas la tranche d'âge qui va jusqu'à peut-être la vingtaine d'années. Et donc, qui ont un besoin de communiquer avec d'autres Français, d'autres expatriés, et qui, par exemple, veulent acheter en Espagne, ou alors parce qu'ils, par exemple, ils veulent aussi investir en Espagne, ou alors ils veulent commencer à vivre en Espagne. Alors, soit parce qu'ils vont être salariés, soit parce c'est les réseaux d'expats, quoi, les groupes d'expats, voilà. tout ça. Exactement. Et donc, si tu veux, ici, c'est plus des groupes qui sont initialement faits pour communiquer sur tout et rien. Je veux dire, je vois souvent dans mon feed, parce que finalement, après, ça représente du temps, tout ça. Ah, c'est clair, c'est un investissement en temps. Voilà. D'ailleurs, j'ai ma copine qui se plaint souvent que je suis trop sur mon téléphone, mais quand elle me voit sur Facebook, en fait, elle me croit pas quand je lui dis que c'est pour le travail. Tu travailles. Voilà. Mais je travaille. Et donc, tu pourras lui faire écouter. Elle comprend pas le français. Ah ouais, non, mince. Mais toi, tu l'écouteras quand même pour toi. Je sais pas si tu as écouté Wendy Soriano. Wendy Soriano, non, ça me dit rien. J'ai diffusé son interview à l'automne dernier et elle fait du urbanisme, construction immobilier à Perpignan. Ah si, ça me dit... Enfin, j'ai pas écouté, mais j'ai vu la publication. Et ben, franchement, ça pourrait être intéressant, même pour ton réseautage, que tu te mettes en relation avec elle. Et elle... Parce que vu qu'elle était à Perpignan, ça m'avait fait attirer l'œil. Ouais, il y en a pas beaucoup dans le podcast. Je devrais en avoir plus d'ailleurs des Pyrénées-Orientales. Et en fait, elle a beaucoup de développement qui se fait via Facebook. Pour elle, ça marche vachement bien Facebook. Donc tu pourras, tu pourras pas. Tu pourras dire à ta copine, fais-moi confiance. Cette fille est en train de parler du fait que sur Facebook elle a des clients. Voilà. Donc je revenais sur le fait que c'est marrant parce que finalement dans ces groupes-là, tu as Bertrand ou Bernard qui publie le coucher de soleil qu'il a vu sur la plage de Rosas, ou alors Françoise qui dit j'étais dîné et je vous recommande ce super restaurant où il y a super tapas, ou alors Pierre qui va demander mais où est-ce que je peux trouver du fromage, j'en peux plus, je trouve pas de bon fromage à Barcelone. Voilà. Donc les groupes d'expats, quoi. Voilà, les groupes d'expats. Donc mais t'as aussi beaucoup de problématiques juridiques, et c'est aussi ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de, parce que c'est des groupes où il y a des milliers de personnes, hein. Et puis
du coup, à chaque fois qu'ils arrivent, comment est-ce qu'on fait tel type de document, par où on passe pour tel type de formalité. Donc après, c'est aussi pour ça qu'il y a aussi Ouais. beaucoup de personnes autres qu'avocats qui sont aussi sur ces groupes-là, que ce soit des agents immobiliers, que ce soit des entreprises qui aident les expats, etc., etc. Donc voilà, c'est finalement. Donc, Mais toi, ton avantage, c'est que t'es pas juste une entreprise qui s'est calée là pour cibler ces gens. T'es Ouais. aussi un expat, en fait. je suis en même temps un expat et en même temps, voilà, c'est toujours difficile parce que j'en reviens à ce qu'on me disait tout à l'heure quand je suis arrivé à l'université de Grenade, mais aussi quand je suis arrivé à Barcelone, parce que c'est le même schéma. C'est-à-dire quand on me voit, ou d'ailleurs quand je parle avec d'autres consoeurs espagnols qui sont là-bas et qui voient mon nom de famille. Donc mon nom de famille est tout à fait français. Ils voient que je suis pas espagnol. Bah, González, quand même. Ouais, bah, mais souvent parce que dans mon adresse Souvent, c'est électronique juste Foulon. c'est que Foulon. Ah. Mais si tu veux, alors, mon prénom comme c'est Adrian, peuvent se dire bon, il est peut-être espagnol, mais réellement quand on me voit, c'est non, il est pas espagnol. Mais par contre, quand on m'écoute, elle me dit, mais toi, tu viens du Sud, tu viens d'Andalousie, tu viens d'où d'Andalousie, etc. Donc, quand les confrères, consoeurs ou agents immobiliers ou les interlocuteurs notaires, etc., me parlent, ils pensent que je viens du Sud. Mais après, ils voient mon nom de famille, en fait, Ils sont voilà. perdus. Donc, il y a toujours la première conversation que je débute avec une personne, c'est automatiquement sur ça. Votre accent. Bon, c'est ton accent, parce qu'en Espagne on se tutoie. Ton accent et ton nom de famille, c'est no me cuadra. Ils disent no me cuadra. J'arrive pas à le faire rentrer dans un schéma connu. Voilà, c'est très court comme phrase, mais ça veut dire ça. Donc, au final, Ça colle pas, on dirait en français. Ouais, ça colle pas, voilà, tout à fait. Donc, si tu veux, voilà, c'est toujours l'interlocuteur qui se pose des questions sur ça. Et du coup, tu t'anticipes, tu dis je m'appelle. Et donc, j'imagine que. D'ailleurs, ça a été un sujet géopolitique entre ton père et ta mère, Adrien ou Adrienne. Non, parce que ma mère m'a toujours appelé d'ailleurs Adrien. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, moi, sur ma carte d'identité française, c'est Adrien avec un H. Ok. Et sur donc, En ma carte Espagne, ça d'identité a été espagnole, parce que donc, j'ai la hispanisé. double nationalité, c'est Adrien. Et moi, au niveau professionnel. Donc, en fonction, tu jongles. Ouais, je jongle un peu parce que notamment en contentieux et en France, je veux dire, sur les conclusions et sur les assignations, c'est Adrien avec un H. D'ailleurs. Donc voilà, c'est cette particularité qui toujours plaît aux personnes qui parlent avec moi. Et donc pour revenir au sujet qu'on avait commencé à évoquer sur les réseaux sociaux, sur le sujet de Facebook, donc sur Facebook, on a ce type de clientèle que je t'ai décrit. Mais après, tu as un autre type de... Alors, pas forcément clientèle, parce que c'est vrai que Instagram, initialement, c'était un réseau qui était très exploité par les Espagnols. Par exemple, Snapchat n'existe presque pas en Espagne. En revanche, en France, on l'utilise beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, en France, on Toi, commence t'es sur Snapchat aussi? Oui, mais pas... Ah, mais t'es partout. Non, mais par contre, pas niveau... Pas à niveau professionnel. Non, pas niveau professionnel. Et c'est vrai que ce réseau social, je l'ai un peu abandonné. Tu l'as sauvegardé. Ah non. Non, tu l'as abandonné carrément. Je ne l'ai pas totalement abandonné parce que je communique encore avec des amis là-dessus. Mais de mémoire, je crois pas... Enfin, j'ai eu des demandes... il y a longtemps sur des noms un peu juridiques, mais bon, c'était plus, ça tendait plus vers le droit pénal. Et donc, le droit pénal français, je réoriente vers mon confrère, d'ailleurs, mon confrère et ami, qui m'a recommandé, maître Claro, que je salue, que je remercie. Et donc, moi, j'exploite plus le réseau social Instagram. Et donc, Instagram, voilà, c'est un réseau qui a moins de personnes, on va dire, d'une autre génération. C'est plus une génération qui est jeune, qui peut aller... Enfin, je veux dire, c'est difficile de connaître ça exactement, mais généralement, c'est des personnes qui sont comprises entre 15 et 50 ans, quoi. Alors, généralement, ça va pas beaucoup plus au-dessus. Et en Espagne, c'est très utilisé. Alors que Bernard et Françoise ont plus de 50 ans. Souvent, c'est le cas. Pardon. Donc voilà, donc finalement, pour revenir aussi à la question principale, comment on cible, ça dépend aussi du réseau social. Et du coup, Instagram, parce que tu as quelques publications dans le fil avec... tu as un peu travaillé les commentaires, donc effectivement, parfois c'est en français, parfois c'est en espagnol, parfois c'est les deux. Et on interagit. Mais c'est surtout les interactions. Voilà, c'est ça. Donc tu te connectes avec d'autres comptes, j'imagine.
Alors, non, parce que moi, sur Instagram, j'ai aussi mon profil personnel Oui. que j'utilise avec mes amis. Voilà. Mais sinon, moi, je te parle uniquement réellement du Oui, professionnel. mais c'est ça qui m'intéresse. Le Donc, professionnel, c'est comment que tu le professionnel l'utilises? que j'exploite. Je te suis, tu me suis. On va interagir parce qu'on a vu une story, on va repartager, on va taguer, on va partager. Donc, Et donc beaucoup avec des profils expatriés en Espagne. alors franchement, pas forcément. Parce que finalement, on va dire, c'est moitié-moitié les followers que j'ai entre France et Espagne. Et dans les Français que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de confrères. J'ai pas mal de confrères. Et puis donc voilà, ça peut interagir. Et puis ce qui est sympa sur Instagram finalement, c'est que c'est beaucoup moins professionnel que LinkedIn, quoi. Sur LinkedIn, je vais pas mettre une story où, par exemple, là, j'ai chambré un ami et confrère parisien qui souvent propose des stories avec sa Porsche. Et moi, tout à l'heure, j'étais avec une trottinette Lime. Et donc, je lui disais, Tu lui as dit. on va plus vite en trottinette qu'avec sa Porsche où ils sont en train de publier. J'en ai marre des bouchons parisiens. Oh là là, Donc, pauvre chaton. je lui disais, bah, écoute, prends une trottinette, tu iras plus vite, quoi. Mais voilà, d'ailleurs, là, par exemple, c'est ce confrère-là qui est maître à Cancel. Et qui, d'ailleurs, lui, c'est mort parce il a une grosse clientèle turque en France. Donc, c'est un peu le même schéma que moi, Oui. mais tu vois, à Paris. Mais donc, c'est marrant parce que ce réseau social Instagram permet de un peu humaniser ta personne, quoi. Mais tu sais que moi, je recommande d'utiliser LinkedIn de manière beaucoup plus humaine Ouais. que corporate, hein. Ça marche, ça se tourne un petit peu différemment, mais ça marche Alors, carrément. moi, c'est vrai que LinkedIn, souvent, j'utilise aussi beaucoup au niveau de l'actualité juridique. Ouais. J'ai beaucoup de confrères, consoeurs, professeurs, etc. Monde universitaire, ça me permet de me tenir informé de l'actualité juridique. Bon, après, j'ai aussi récemment, par exemple, j'ai eu un gros dossier via LinkedIn. C'était un ancien ami de la faculté qui travaille dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est un dossier que j'ai filé, on va dire, à mon ancien cabinet, parce que c'était beaucoup trop gros comme dossier Ouais. pour moi. Mais donc, comme quoi, en fait, on peut avoir des dossiers très intéressants qui arrivent par LinkedIn. Et donc, sur ce que tu me dis, ça peut être beaucoup plus humain et beaucoup moins professionnel, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, justement, j'allais te dire tout à l'heure, c'est vrai que LinkedIn, j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer parce que avant, c'était vraiment que professionnel. Et maintenant, ça commence un peu plus à s'humaniser. Et d'ailleurs, les posts qui ont souvent les plus de réactions, ce sont des posts qui sont beaucoup plus humains que professionnels. Bah, de Sur toute des façon, vidéos ouais. qui font parler d'elles-mêmes, ou alors quelqu'un qui a fait un geste d'humanité ou autre. Le storytelling, les histoires racontées, que ce soit des histoires personnelles, les histoires de Ouais, clients, mais c'est sûr les que... expériences. Ouais, les expériences, tout ça. Bah, franchement, je suis sûre que tu as une grosse marge de développement sur LinkedIn parce que, enfin, de ce que tu me dis, que ce soit pour... ouais, et de ce que j'ai vu rapidement là en scrollant une petite feuille d'experte. Après, Mais, encore une fois, voilà, c'est difficile aussi d'être partout. Enfin, je veux dire, mais c'est tu difficile sais qu'il d'être partout. y a des Ah non, cabinets mais d'avocats enfin, je veux dire, qui ont une personne employée à temps complet pour qui se justement crame. Non, mais... community manager qui va donc communiquer sur les réseaux sociaux. Et Donc, tu prêches une convaincue dans le c'est sens où moi, mes clients, je leur dis souvent, quand ils partent de zéro en communication, je leur dis souvent, bah, en fait, choisissez un réseau social et investissez-vous à fond dans celui-ci. Plutôt que de vous éparpiller sur plusieurs réseaux. Donc, mais c'est des stratégies différentes, tu vois. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est des stratégies différentes. Mais encore une fois, si mais finalement, c'est un point important parce que c'est toi comme avocat, donc comme entrepreneur, où est-ce que tu vas mettre ton temps? Dans Ouais. quelle boîte tu vas mettre ton temps? Ouais. Donc c'est toute la complexité, encore plus quand, bon, moi, dans mon cas où je commence quasiment, quoi, et que je commence à développer donc, mon cabinet, parce qu'il faut que tu passes du temps dans les dossiers, forcément, c'est vraiment très important. Il faut que tu passes du temps dans ta comptabilité, il faut que tu passes du temps dans ta communication, il faut que tu passes du temps à prospecter, à te rendre à des événements. Et puis bon, si tu as le temps aussi à ta vie personnelle, hein, accessoirement. Accessoirement, tu as une copine qui te demande de passer moins de temps sur ton téléphone.
Voilà. Donc, si tu veux... Ah non, mais c'est des stratégies hyper différentes. C'est-à-dire que toi, tu as un peu diversifié et du coup, et tu as l'impression que, enfin, de ce que tu me dis, ça te permet sur Facebook d'avoir tel type de clientèle, sur Instagram plutôt tel autre et sur LinkedIn peut-être encore quelque chose de différent. Et tu t'y retrouves comme ça et c'est cool. C'est une autre façon de faire qui peut être une forme de simplification dans le sens où du coup tu apprends à donf les codes d'un réseau et tu l'exploites à donf et tu vois tu vas Et tu sais, voilà. ce qui est aussi paradoxal, des fois, on revient à ce que disais tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure sur quelqu'un que tu avais interviewé, un confrère, qui, des fois, tu passes beaucoup de temps dans un truc à Pierre t'acharner, ouais. et puis au final, en fait, t'as juste, je sais pas moi, passé un coup de fil, ou alors t'as fait 5 secondes là-dessus, et puis ça t'a rapporté plus de gains. En réalité, moi sur Instagram, je crois que c'est le réseau sur lequel je passe le plus de temps parce que ça m'amuse aussi. Hein, Ouais. encore une fois, c'est plus humain. Ça me rapporte pas autant que le réseau social qui me rapporte le plus. Je pense que c'est Facebook. Sur Facebook, j'ai pas de page professionnelle. C'est-à-dire que moi, dans les groupes, j'y suis dans ma page personnelle. Ouais. Et en fait, simplement, je réponds à des commentaires ou alors on me tag et on me recommande. Et t'es quand même identifié comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, à tel point que d'ailleurs sur Facebook. J'ai pas mon vrai nom, enfin c'est-à-dire Foulon n'apparaît nulle part, donc si tu veux après je pense que et la rationalité entre guillemets de développement du fait d'avoir pu tirer cette conclusion pourrait même t'inviter à dire en fait je laisse tomber Instagram à titre pro parce que finalement mon ratio temps chiffre d'affaires il est beaucoup plus positif sur Facebook et puis en fait Bernard et Françoise, c'est des super clients, ils aiment bien travailler avec moi et ils sont sur Facebook, donc je vais y aller à donf, quoi. Voilà, tout à fait. C'est ce que je me dis. Après, encore une fois, je le fais pas par... oui, comme tu dis, t'aimes aussi bien Instagram voilà. et c'est aussi une bonne raison d'y être. Hein. Exactement. Après, si je devais en tirer des conclusions sur est-ce que j'aurais passé moins de temps dans un ou dans l'autre, c'est vrai que ça permet aussi toujours de un peu diversifier parce que, par exemple, moi j'imagine pas que j'ai mon 100% de mon chiffre d'affaires qui soit fait sur Facebook. Parce que c'est trop, enfin, je trouve que c'est dangereux. T'aurais peur de la dépendance économique. Voilà, d'une dépendance économique. Et moi, donc, j'aime bien un peu diversifier de comment arrive la clientèle, quoi. J'en parlais tout à l'heure avec un ami et confrère qui me racontait dans son cabinet d'avocat et qui me disait que 70% du chiffre d'affaires c'était fait avec un client principal. Le jour où ce client principal il saute, c'est super. Stressant, quoi, on va dire. Hein. D'ailleurs, c'est aussi un des aspects que j'apprenais beaucoup, d'ailleurs, avant de rentrer là-dedans, parce que moi, je suis une personne c'est vrai que j'aime bien toujours les choses qui soient bien contrôlées, bien carrées. Et c'est vrai que finalement, quand tu te lances dans l'aventure, en fait, tu contrôles rien. Tu contrôles rien, t'as pas de visibilité. À moins que, d'ailleurs, dans un des dernières interviews que j'ai écouté, là, je sais plus c'était quel consoeur, à moins que tu aies développé un client, j'étais en train d'essayer de retrouver le nom de la console, mais je me souviens plus. Si tu as repéré un client et qui donc ce client va être récurrent, c'est comme une société, par exemple, si tu fais du corporate, là, tu peux avoir une certaine stabilité et tranquillité au niveau de ce client-là, quoi. Mais c'est vrai que j'essaie de un peu diversifier et puis en plus, après, c'est l'aspect business model et le plan que tu t'es fixé. Mais d'un autre côté, et là on revient dans l'épanouissement dans ce que je fais, c'est que c'est super intéressant. Enfin moi quand je me suis lancé dans cette aventure-là, le bilan que je fais, c'est que je suis super épanoui parce que en fait je suis pas cantonné. Je pense par exemple à chaque fois, je prends l'exemple du confrère fiscaliste qui fait que de la TVA. Tu vois. Moi, en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais au final, je vois des univers mais tellement différents. Qu'est-ce que ça a à voir le client qui, donc, par exemple, investit en Espagne, donc il va acheter sa maison secondaire sur la Costa Brava avec des vues magnifiques, avec le client français qui a un problème avec, par exemple, il veut réduire son capital social de sa boîte. Mais pareil, vice-versa, c'est-à-dire qu'après, je peux faire la même chose en Espagne, en droit des affaires. Je peux aussi, d'ailleurs, je développe aussi je fais un peu de droit pénal en Espagne, que je développe avec un confrère donc, qui habite à Grenade et que j'avais rencontré
en Erasmus, c'est des dossiers aussi qui m'amusent beaucoup. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à faire ce type de dossier. Dans lesquels souvent c'est plutôt des... Alors je peux avoir souvent, la majorité des fois ce sont des victimes françaises qui ont eu des problèmes parce qu'ils se sont fait escroquer ou autres en Espagne. Et aussi et donc ça n'a rien à voir avec aussi le client qui a un problème avec son association de cannabis en Espagne parce que il y a un problème avec ses associés. Et donc, c'est des choses qui sont super intéressantes. Et puis, des fois, je me dis, et c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas une routine, en fait, tu vois. Ouais, tu cultives ce profil un peu généraliste parce que tu aimes bien cette diversité de problématiques. Ce qui est aussi une forme d'éparpillement. Tu vois, moi, je dis toujours à mes clients, la meilleure manière de te développer vite, c'est d'avoir un client d'avoir une problématique super ciblée sur laquelle vous vous faites vraiment bien connaître. Ce qui vous empêchera pas d'être sollicité pour d'autres choses, ne serait-ce que parce que ces clients probablement auront d'autres sujets pour lesquels ils vous identifieront et plein d'autres choses. Et donc en fait, après, je comprends ça rejoint un peu parce que finalement, les francophones et les Français qui viennent en Espagne, c'est souvent les mêmes problématiques. Hein. Ouais. D'où l'aspect très immobilier, investissement et puis, immobilier. Donc finalement, comme avocat, on s'adapte aussi à la demande du client et la demande du client français, c'est toujours dans le même champ. Hein. Donc, voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi le changement de langue, le changement de culture qui n'a rien à voir, quoi. Si tu veux. Donc moi personnellement, ça m'enrichit. J'en suis pas non plus à m'éparpiller trop. Enfin, je considère que je suis pas non plus éparpillé parce que c'était un mot. Enfin. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait penser ça. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion moi-même en me disant des fois, parce qu'il y a des sujets que forcément moi je traite pas. Hein, je réoriente, je renvoie, par exemple en matière fiscale. En matière fiscale, il y a beaucoup aussi de demandes en matière fiscale. Moi, toujours, je renvoie vers une consoeur fiscaliste. Mais c'est vrai que ça me plaît ce côté aussi de non seulement par rapport aux matières en Espagne, mais aussi par rapport à France-Espagne, quoi. Ouais. Trop cool. Et donc du coup ton bilan à 1 an et demi, donc on a vu le bilan un peu de la répartition de où est-ce que tu es allé chercher tes clients. Du coup je comprends que tu as plein de clients. Oui, non, écoute, donc trop cool, ça s'est bien développé. Au bout de combien de temps tu t'es dit en fait c'est bon, je vais en vivre de ce truc, ça se passe bien? Alors réellement, je sais que peut-être je suis une personne un peu stressée et d'autres personnes qui disent ouais c'est bon, je commence à en vivre rapidement. Mais réellement en fait, j'ai jamais eu de problème depuis que je me suis lancé. J'ai pas eu de problème financier. Alors oui, au début j'ai des mois où je facturais pas, je m'inquiétais. Mais bon, je veux dire, j'avais quand même pu facturer bien à d'autres mois. Mais ce qui me stressait beaucoup au début, c'était j'ai pas de visibilité sur demain. Donc là, à l'heure à laquelle on parle, et encore une fois, si on se revoit dans 10 ans, ça aura changé forcément. Je te le souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours difficile pour un avocat de savoir ce qui va se passer demain. Mais c'est vrai que je suis plus tranquille que quand j'ai commencé. Et oui, là, bien sûr, là, j'ai envie de la profession. Et finalement, c'est aussi une belle expérience, ce côté entrepreneur qu'on a. D'ailleurs aussi, c'est marrant parce que quand on conseille des entrepreneurs, on sait un peu aussi ce qu'il y a derrière tout ça parce qu'on est nous-mêmes aussi entrepreneurs. Ouais. Donc si tu veux, on se reconnaît des fois un peu dans certains clients. Donc voilà. Trop cool. Trop cool. Non, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a une différence entre avoir un revenu et avoir assez de recul et de confiance pour se dire que ça s'arrête pas demain, quoi. C'est-à-dire que voilà, je trouve que c'est un gros passage quand tu sors de l'impression que ça vient un peu à droite à gauche et c'est cool et ça te permet de voir venir pour ce mois-ci. Mais et bien sûr que quand bien même tu factures pas le mois suivant, tu pourras manger parce que tu as été prévenant avec ta trésorerie et avec tes économies et donc voilà. Mais c'est autre chose d'avoir globalement confiance dans le fait que les clients ils vont venir, ils viennent, ils vont continuer à venir et qu'il y a cette espèce de roulement et que sauf genre énorme catastrophe, tout va pas s'arrêter demain parce qu'en fait les systèmes sont déjà en place, tes premiers clients parlent de toi. Et donc le bouche-oreille commence à fonctionner, tu as tes repères sur les réseaux, etc. Je veux dire, ça se fait pas. Ouais. Forcément, c'est un travail de longue haleine et puis c'est un travail qui prend du temps, quoi. Je veux dire, on plante une graine, c'est pas forcément demain, puis ça peut même être des années après, en fait, finalement.
Donc c'est vrai qu'il faut être patient. Si j'ai des confrères qui m'écoutent et qui sont en train de se poser la question, est-ce que je dois me mettre à mon compte ou pas, qu'est-ce que je fais. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est que voilà, faut être patient. Ce sont des graines qu'on plante. Des fois, les graines, elles poussent absolument pas du tout. On passe beaucoup de temps là dans un événement, on pense que ça va nous rapporter gros, et en fait, absolument pas. D'autres fois, c'est des clients que des fois tu dis, mais il tombe du ciel celui-là, ce dossier, quoi. Je sais même pas comment il m'a. Par exemple, là, j'ai reçu un email là, d'un client que j'avais vu dans l'ancien cabinet. Comme j'étais super surpris parce que donc il dit voilà, maître Foulon, je souhaiterais faire appel à vos services, etc., etc. Et puis je me suis dit, mais comment il a trouvé mon adresse? Alors d'ailleurs, j'ai parlé au téléphone ce matin, donc j'ai eu la réponse. Tu me demandais ce que je demande à chaque fois. Ouais. Donc oui, moi tout ça c'est intéressant. Et d'ailleurs c'est parce que je pense que des confrères des fois ils n'ont pas envie de poser la question parce qu'ils ont peur que ça soit Mais pris c'est comme. pour ça que je te le demande. Moi, j'ai 2 personnes, Ibrahim Chalabi et je ne sais plus qui d'autre, qui m'ont dit cette question me gêne parce que j'ai peur qu'ils pensent que si je leur pose la question, c'est que je suis presque étonnée d'avoir des clients en mode c'est un miracle parce que j'en ai pas par ailleurs. Et donc, ils voient dans cette question une espèce d'aveu de mais en fait, vous venez d'où parce que je galère. Et je lui ai dit, oui. bah non, c'est hyper neutre. Peut-être après, ça dépend aussi comment tu poses la question, je sais pas, mais peut-être. Mais moi, je trouve que cette question, elle est plutôt intéressante. C'est plutôt, par exemple, là, on m'envoie un mail donc, à mon adresse, donc je comprends qu'il a eu mon adresse par un moyen. Et ce qui me surprend aussi, c'est qu'il aurait pu contacter quelqu'un de mon ancien cabinet avec l'adresse, on la trouve facilement. Mais non, il m'a contacté. Donc je lui ai demandé, il me dit bah écoutez, je vous ai envoyé un email à votre ancienne adresse et puis en fait j'ai vu que ça n'arrivait pas. Et puis j'ai notre conseil qui vous a aussi cherché, puis vous avez vu sur LinkedIn, il a vu que vous étiez à votre compte. Donc j'ai cherché. Donc après j'ai pris la racine et puis donc je me suis dit donc ce client, c'est incroyable parce qu'il a vraiment pris du temps à chercher. Parce que même moi, j'étais en train de faire un Google de mon nom et puis avec mon adresse email, puis je n'arrivais pas à trouver. Donc, en fait, je pense que le moyen par lequel il a dû arriver, c'est par la liste au consulat, j'imagine. Mais donc, voilà, Alors, tu sais que j'ai découvert cette fonctionnalité il n'y a pas longtemps, mais en fait, sur LinkedIn, quand tu vas sur le profil de quelqu'un, vraiment tout en haut, tu as un espace, il y a écrit coordonnées. C'est un lien. Si tu cliques dessus, tu as une petite fenêtre qui s'ouvre. Et à cet endroit-là, peut y avoir des coordonnées, dont l'adresse email. Et donc, ça peut être intéressant de savoir quelles coordonnées tu as mises à ce moment-là. Je sais qu'il y en a qui... En fait, c'est une manière d'avoir des emails de personnes dont les emails, tu vas pas les trouver ailleurs. Alors, c'est toujours ça le risque aussi, c'est qu'on veut pas que notre adresse... Parce que tu mets un mail général pour ton cabinet, on te contacte par ce biais-là, mais c'est vrai que ton adresse personnelle, je pense que beaucoup de confrères on est un peu dans cette situation, on n'a pas envie de se faire spammer, de recevoir parce qu'en plus d'ailleurs on en reçoit déjà assez avec... parce que je voyais dans le groupe d'avocats entre nous, le groupe Facebook, où d'ailleurs j'ai déjà aussi des dossiers par ce biais-là. Il y avait des confrères qui publiaient des images comme quoi on t'a vu, on vous a vu que vous avez été sur un site pornographique, je sais pas quoi. Ouais, mais je l'ai eu ce truc voilà, aussi. On l'a tous eu, je crois. Donc voilà, on évite de se recevoir des spams et c'est pour ça que on essaie de limiter l'accès à cette messagerie principale. Je pense que ça te demande quand même beaucoup d'efforts d'aller chercher à ce moment-là. Enfin, pour du spam de masse, c'est pas hyper idéal. Enfin, je pense pas que ce soit un truc qui soit trop aspiré. Mais bon savoir. Mais voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est en tout cas ce que je retiens de cette anecdote qui est trop cool, c'est que ce client il veut vraiment travailler avec toi, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui m'a, enfin ça fait du bien aussi. C'est clair, ça fait méga plaisir. Ça réconforte et puis on voit qu'on est que notre travail a plu et que on se souvient de toi. C'est cool. Voilà, on a envie de te conseiller. C'est quelque chose qui fait plaisir, on va dire. D'ailleurs, je lui ai dit, je vous remercie de m'avoir contacté. D'ailleurs, je me posais la question, comment est-ce que vous avez vu mon adresse email? C'est comme ça qu'il m'a répondu. Mais c'est réconfortant parce que finalement, et ça, tu vois, et là je reviens à ta question principale, pourquoi avocat? C'est vrai que depuis petit, j'avais pas voulu forcément, jamais j'aurais pensé être avocat. Mais en revanche, ce qui m'a toujours attiré, j'ai toujours aimé aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui est en moi.
J'ai toujours été dans l'empathie envers les gens, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait, qui est peut-être un peu quelque chose d'inné, quoi. Et c'est vrai que dans la profession d'avocat, c'est le cas. Et bon, je pense, je sais que je suis pas le seul à prendre des dossiers pro bono, mais j'ai pris des dossiers pro bono. Tu vois, je m'en souviens de cette dame qui sur les réseaux sociaux, elle avait, en gros, c'était un appel à l'aide elle habitait dans le nord de la France, et en gros, son frère qui était un SDF sur Barcelone. Il a été assassiné d'une façon Horrible. horrible. Et en fait, il y a eu une enquête qui était en cours, mais bon, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, c'est encore en cours, etc. Et en fait, cette cliente cherchait un avocat commis d'office, elle ne savait absolument pas comment ça fonctionnait. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous aider à obtenir un avocat commis d'office, je vais tout transmettre, etc. Et vous inquiétez pas, etc. Donc voilà, je me suis démêlé, ça m'a pris beaucoup de temps parce que il y avait plein de traductions à faire, etc. Mais je sais que voilà, cette personne, elle a pu avoir un avocat commis d'office. En plus, elle a été dans le nord de la France, donc forcément, elle n'avait pas de moyens pour venir, etc. Donc voilà, il y a vraiment des causes, des fois, où c'est cette empathie qu'on a forcément, c'est une profession qui est humaine, hein, on se rappelle de nos principes déontologiques. Et cette humanité, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette profession. Et c'est aussi quelque chose qui est beau, hein. Je pense que qu'est-ce que j'ai à voir moi avec un avocat qui peut être pénaliste ou un autre fiscaliste ou un autre droit de l'environnement, etc. Finalement, c'est aussi la robe, quoi, qui nous rapproche. Alors moi, j'ai deux robes, hein. J'ai la française et j'ai l'espagnole, parce que quand je vais en France, je plaide avec la française, et quand je suis en Espagne, je plaide avec celle de Barcelone. Donc si tu veux, c'est cette humanité, quoi, cette confraternité, en espagnol el compañerismo, qui existe, et non seulement donc entre confrères, mais aussi après vers le client. Et donc finalement, c'est aussi quelque chose qui m'avait toujours plu, quoi, attiré. Et peut-être que j'avais jamais pensé à être avocat. Et d'ailleurs, même pendant mes études de droit, on me disait, ah, tu vas être avocat. Et je dis non, il n'y a pas que avocat. Mais finalement, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Alors, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, ça. On peut pas, encore une fois, on peut pas le savoir. Mais dans lequel tu te retrouves bien. Mais dans lequel, voilà, je me retrouve bien. Et voilà, défendre des causes. Forcément, ça n'a rien à voir quand on est dans le business et dans le droit des affaires. Je sais que quand je prends du droit des affaires, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout l'aspect forcément personnel, quoique Ouais, des mais fois ça, oui. franchement, je trouve qu'il faut en revenir. Enfin, et dit par moi, c'est-à-dire qui à la fac n'ai jamais compris l'intérêt du droit des sociétés et du droit des contrats. Et en fait, maintenant que je suis entrepreneuse et que finalement j'ai une société et là je suis en train d'en créer une deuxième, ben non, moi je trouve que l'avocate avec qui je travaille sur les problématiques de droit des affaires, elle fait quelque chose de hyper humain parce que derrière une société, il y a quand même une personne, quoi. Enfin, moi je suis quand même la première en PLS par rapport aux problématiques de statut, de trucs, de machin et tel contrat enfin, ça m'affecte moi comme Mais c'est vrai personne, que quoi, tu de vois. façon générale, les conversations qu'on va avoir avec un client. Alors, ça dépend le profil, parce que c'est vrai que dans les grandes entreprises, quand les clients grandes entreprises, il y avait beaucoup moins l'aspect personnel, c'est-à-dire que je connaissais pas la vie personnelle forcément de la personne. Alors après, moi, là, depuis que je suis à mon compte, c'est des petites sociétés. Donc, quand je vais créer, ou alors c'est des filiales, mais même quand c'est des filiales, c'est pas des énormes entreprises qui font forcément voir les gros cabinets d'avocats. Donc, on a souvent le côté humain, mais pourquoi? Parce que je n'ai pas quand je peux avoir, encore une fois, avec d'autres clients. Mais pourquoi on a un côté humain? Là, dans ce cas-là, c'est parce que quand beaucoup de Français viennent en Espagne faire du business, souvent, il y a une raison personnelle derrière ça. C'est-à-dire que souvent, ils ont adoré l'Espagne, ils sont venus en vacances, ils ont dit, ah non, mais là, je sais que c'est là où je veux vivre, il y a du soleil, voilà, il y a des tapas, j'adore la bière, je vais venir ici. Je vulgarise, mais je te dire, des fois, j'ai ce genre de commentaires. Bah, en même temps, Donc, c'est des bonnes raisons voilà. de vouloir s'installer quelque part. Donc, si tu veux, souvent aussi, tu as une histoire derrière ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai ce concept-là qui marchait bien en France. Alors, soit ils le gardent et ils vont faire la même chose en Espagne, soit, en fait,
je sais pas, mais il y en a, il n'avait jamais fait de boulangerie ou enfin de pâtisserie. Il a ouvert une pâtisserie française ou alors un café, etc. Donc, mais si tu veux, derrière là, tu as souvent voilà, des histoires aussi et ça, c'est quelque chose qui te plaît. Qui sont personnelles. Voilà. Mais c'est vrai que après, tu as l'autre casquette où aussi, voilà, tu as aussi toujours par exemple, des fois, j'ai des dossiers dans des successions qui sont compliqués, où tu as beaucoup de rancœur entre membres d'une même famille. Donc là, tu vois toute la partie émotionnelle qui n'est pas forcément évidente. Ou alors aussi dans le droit pénal, quand tu as quelqu'un qui s'est fait escroquer, que ça lui a ruiné sa vie, etc. C'est aussi pas évident. Oui, forcément, derrière tout ça, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure de l'humanité de cette profession. Voilà, comme avocat, on prend en charge le souci et, sans que ça déborde sur ta vie personnelle. Mais voilà, on reste quand même des êtres humains et on est sensible à ces problèmes-là de nos clients, quoi, forcément. Donc, c'est pour ça que voilà, aussi dans cette partie-là, même dans le droit des affaires, on a ce côté humain. Tu parlais de confrères, donc tu as parlé de Maître Claro. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres confrères inspirants que tu recommandes de suivre? Alors, proche comme ça, oui, je recommande donc Maître Claro qui aussi a développé un peu après son propre cabinet qui marche très bien et avec qui on a déjà travaillé dans un certain dossier. Je recommande également Maître Akansel parce que c'est aussi... alors, mon histoire personnelle avec Maître Akansel, c'est que... Donc le fameux qui aime les Porsche? Non, il aime les Porsche. Il a mis une story l'autre jour Porsche, je le taquine sur ça. Mais il a donc une clientèle qui est notamment turque. D'ailleurs, il a déjà eu des dossiers qu'il m'a envoyés en Espagne qui lui sont arrivés. Bon. Et donc, c'est un ami que j'avais eu au lycée, en fait. Et lui, il a été dans une autre faculté, donc il a fait son chemin. Voilà, il a continué son chemin. Il a fini par être avocat. Et dès qu'on s'est retrouvés tous les deux avocats, même si on n'a pas fait la même école, alors que Maître Claro, lui, j'ai fait l'école d'avocat avec lui. Donc je recommande aussi Maître Akansel. Et puis si un jour, si ça t'intéresse, je te recommande Maître Molinier, qui est donc l'avocate fondatrice du cabinet MB Avocat, qui je considère mon mentor et d'admiration. Voilà, et à qui on a une très bonne relation et on déjeune souvent ensemble. Elle m'a beaucoup, tu vois, paradoxalement, quand ça s'est terminé, elle m'a beaucoup aidé aussi dans mon installation à sa façon, mais elle m'a beaucoup aidé, elle m'a soutenu et voilà. Et donc ce parcours aussi, je pense qu'il peut te faire parce que justement, elle est passée par l'Argentine. Et c'est un profil qui Est-ce que surtout elle est épanouie? Parce que c'est mon critère principal de recrutement quand même. Est-ce qu'elle est épanouie? Oui, je pense qu'elle est épanouie. Oui. Quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie professionnelle ou... Comme tu veux. Écoute, ma dernière joie, c'est je reviens alors en France assez souvent, ou bon, ça dépend des... Je précise que nous ne sommes pas à Barcelone. Oui, je suis venu à Paris, donc là par exemple cette semaine, j'avais un référé, j'avais aussi des cours à l'université de Nanterre où je donne cours d'ailleurs. J'avais aussi des réunions avec des clients. Donc, mais ma joie finalement qui est personnelle et professionnelle, parce que moi j'aime aussi beaucoup l'humain dans cette profession, c'est de revenir et donc d'avoir une autre vision de Paris finalement, parce que maintenant je profite de mes déplacements à Paris, ce qui avant n'était pas le cas. Alors je rage souvent du mauvais temps, c'est vrai, parce que je suis tellement habitué à avoir du soleil sur Barcelone. Quel rageux! Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui il faisait beau, donc j'y suis peut-être pour quelque chose. Je rigole. Et donc ma joie c'est de revenir et de profiter de voir amis, famille et aussi confrères que je rencontre. D'ailleurs l'autre jour en référé j'ai connu un confrère. D'ailleurs au final on n'a même pas changé nos cartes de visite, mais j'ai connu un confrère qui était pénaliste qui me dit il avait 4 ans de barreau plus que moi et il me dit bonjour confrère, on commence à un peu parler, puis en gros il me dit que lui il est pénaliste et qu'il vient pas souvent au commerce et donc on commence un peu à discuter et puis je lui dis que je suis
je suis avocat franco-espagnol et que j'habite en fait en Espagne et que je dis bon, je suis vraiment demandé au président de me faire passer en premier parce que souvent je profite donc d'être à Barcelone pour dire voilà, je suis avocat exerçant principalement à l'étranger et que je vous demande de bien vouloir me laisser passer avant. Et donc il était là, oh mais c'est génial. Forcément en fait. Les confrères, des fois dans leur grisaille parisienne, quand je leur parle de l'Espagne, souvent je vois les yeux qui s'illuminent et qui s'imaginent la plage, le soleil. D'ailleurs, c'est vrai, hein, moi, souvent après une journée de travail, quand l'été arrive, Tu vas à la Barcelone. alors pas la Barceloneta parce que je déteste cette plage-là. C'est une plage qui est très touristique et qui n'est pas du tout agréable. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Avant, quand j'habitais à Arcuniana, j'y allais. Même, Mais maintenant que je suis plus à Arcuniana, que j'ai déménagé, j'habite plus loin, je suis plus dans Barcelone même. Je profite et je vais dans des plages qui sont un peu mieux. Mais c'est vrai que je me fais ce plaisir de temps à autre. Ouais. Mais donc voilà, ma joie, c'est de finalement revenir à Paris. Ma dernière joie, en tout cas, c'est je profite de ce moment-là, quand je reviens ici, et je ressens plus les choses qu'avant, forcément qui étaient banalisées, que j'avais tous les jours, et je m'en lassais. Et d'ailleurs, par contre, quelque chose que je ne regrette pas du tout, c'est le métro parisien. Écoute, je préfère qu'on termine sur une touche positive. Qui est quel plaisir de revenir à Paris. Exactement. Et de profiter de la ville et des confrères et des amis qui sont ici. Tout à fait. Plutôt que de parler du métro, franchement, on peut s'en passer, quoi. Tout à fait. Donc je reste sur cette dernière image et de cette joie de mes rencontres que je fais à chaque fois que je reviens sur Paris. Et dernière question, qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Celle que tu veux. Alors voilà, donc sous mes robes, je porte toujours cette passion pour la profession d'avocat. La passion pour la profession d'avocat. Merci beaucoup, Adrián. Merci à toi. Muchas gracias.